cours de mes recherches, je me suis de plus en plus intéressé à la biodiversité dans la nature actuelle. Qu'est-ce qui fait que les choses ne se passent pas de façon, on va dire, optimale pour elle en ce moment. Par comparaison avec des moments de l'histoire de la vie sur Terre où les choses se passent pour le coup franchement très très mal. On appelle ça des grandes crises d'extinction. Et donc la démarche qui est la mienne et la recherche qui est la mienne aujourd'hui consiste notamment à mettre en perspective ce qui se passe dans la nature actuelle avec ce qui s'est passé au cours des temps géologiques et vice-versa, ce qui a eu lieu au cours des temps géologiques pour lequel on a un enregistrement puisque ces événements-là se sont passés il y a des centaines de millions d'années pour la plupart d'entre eux, et ce qui se passe dans la nature actuelle. Du coup, autant donner la conclusion tout de suite. La petite histoire que je vais vous présenter ce soir n'est pas objectivement très très drôle. Hein, c'est pas très rigolo, ce que j'ai à vous montrer. D'un certain point de vue, c'est assez inquiétant même. Mais du coup, l'objectif, évidemment, est de donner du sens à l'inquiétude qui pourrait surgir des éléments factuels que je vais vous montrer. Pour essayer de donner du sens à quelque chose qui fait peur, il faut comprendre d'où ça vient. Il faut comprendre quels sont les mécanismes de fonctionnement de la biosphère, de fonctionnement de l'humanité à la surface de la planète, quels sont les mécanismes qui nous ont amenés dans la situation actuelle. Et pour comprendre ces mécanismes-là, il va falloir commencer par faire un petit retour en arrière de quelques décennies, en réalité un peu plus de 2 siècles. On va descendre au XVIIIe siècle pour constater que depuis 2 millions d'années que la lignée humaine existe sur Terre, depuis plus de 200 000 ans que l'espèce humaine actuelle, Homo sapiens, existe sur Terre, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la totalité de l'humanité a intégralement fonctionné à partir de l'utilisation d'énergie entièrement renouvelable. C'était essentiellement de la force humaine et de la force animale de travail, notamment pour les travaux agricoles. C'était aussi du vent, utilisé par nos moulins, utilisé par notre marine à voile. C'était un petit peu d'eau, avec des moulins à eau, mais pas énormément, et puis c'était pas très très facile à gérer cette histoire. Et puis c'était aussi pas mal, et de plus en plus, au cours des 2 derniers millénaires, du charbon de bois que l'on fabriquait à partir du bois de nos forêts. Et donc évidemment, pour ça, on déboisait. Et on a déboisé, et déboisé, et déboisé, tant et si bien qu'en l'espace de 2000 ans, on a divisé le couvert forestier en Europe occidentale, et donc en France, par 10. On a perdu 90% du couvert forestier, avec une accentuation très forte au XVIIe et au XVIIIe siècle de cette déforestation. Et à la fin du XVIIIe siècle, révolution industrielle aidante, on a besoin toujours de plus en plus de charbon pour alimenter les premières machines à vapeur, et on n'a plus de bois à brûler. Et donc à partir de là, fin 18e, début 19e, on va commencer à accumuler à ce bouquet énergétique 100% renouvelable de nouvelles sources d'énergie qui vont nous permettre, année après année, de consommer toujours plus et de plus en plus d'énergie. À partir de 1800, on va rajouter le charbon fossile, et puis à partir de 1860, le pétrole, et puis à partir des années 1920, le gaz fossile, on appelle parfois gaz naturel, et puis à partir des années 1960, on va rajouter là-dessus le nucléaire, et puis à peu près dans les mêmes décennies, on va rajouter, réinventer, technologiser différents types de ressources plus ou moins renouvelables. En réalité, quasiment aucune d'entre elles ne l'est. Par exemple, l'hydroélectrique, par exemple l'éolien, par exemple le photovoltaïque. Ces 3 ressources en réalité ne sont pas vraiment renouvelables, mais bon, passons. Et puis quelques biocarburants et biogaz issus de la fermentation de matières organiques, et puis un peu de géothermie, 2-3 bricoles supplémentaires. Et donc, depuis 2 siècles à peu près, année après année, l'humanité consomme toujours plus
et toujours de plus en plus d'énergie. On le voit bien sur cette courbe ici qui cumule année après année toutes les énergies consommées sur Terre. Ça se mesure en térawattheures, c'est-à-dire en milliers de milliards de wattheures à l'échelle mondiale. Et on n'a jamais autant consommé d'énergie que cette année. Et la dernière fois qu'on avait dit ça, c'était l'année dernière. Et la dernière fois qu'on avait dit ça, c'était l'année d'avant. Et ainsi de suite depuis environ 2 siècles. Aujourd'hui, 80, 79 pour être très précis, % de la totalité de l'énergie consommée par nos machines sur Terre, c'est de l'énergie fossile, charbon, pétrole et gaz fossile. Et vous voyez les autres pourcents, ça se décline en pas grand-chose, un petit peu toujours de biomasse, c'est-à-dire du charbon fabriqué à partir du bois des forêts de par le monde, un peu plus de 6%, du nucléaire à hauteur de 4% à l'échelle mondiale, c'est évidemment un peu plus que ça en France, et puis quelques nouvelles énergies renouvelables, mais à hauteur de quelques pourcents, par exemple le photovoltaïque, aujourd'hui c'est moins de 1% dans le monde. L'éolien, c'est à peine plus de 1%. En fait, dans ces nouvelles énergies renouvelables, ce qui pèse le plus lourd, c'est l'hydroélectrique, qui fait à peu près 6%. Alors, pour donner un petit peu une idée de cette démesure de consommation énergétique que l'humanité fait aujourd'hui sur Terre, on peut prendre l'exemple qui est peut-être le plus emblématique de ce truc-là, même si c'est qu'un tiers finalement de l'énergie totale, c'est le pétrole. Okay. Dire qu'on consomme plusieurs centaines de milliers de térawattheures d'énergie par an sur Terre et que 31% de cette énergie c'est du pétrole, ça veut dire concrètement que la consommation quotidienne mondiale de pétrole est de 95 millions de barils par jour, c'est-à-dire de l'ordre de 15 milliards de litres de pétrole par jour brûlés sur Terre. Okay. Alors pour imaginer ce que ça représente, ce truc-là, je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble un baril de pétrole, c'est comme je vous montre ici, ça fait environ 50 cm de diamètre, ça fait un peu moins de 1 mètre de haut, ça contient un peu plus de 150 litres de pétrole. Si on voulait mettre ces 95 millions de barils qu'on va consommer par an, si on voulait les placer sur Terre, eh bien on ferait la totalité du tour de la Terre à l'équateur, 40 000 km, rien qu'avec les barils qu'on consomme en un jour. Si on empilait les barils les uns sur les autres, on ferait une pile de 76 000 km de hauteur. Pour vous donner une petite comparaison, la Station spatiale internationale, dans laquelle Thomas Pesquet tourne de temps en temps, elle est à 420 km de hauteur, et à hauteur de la première flèche. Les satellites géostationnaires, ceux qu'on utilise pour nos GPS, par exemple, ils sont à 36 000 km, c'est à peu près à moitié distance de cette pile de barils qui correspond à un jour de consommation mondiale. Un jour de consommation mondiale. Alors évidemment, c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà attendu, quand on prend un hydrocarbure, que ce soit du charbon, du pétrole ou du gaz fossile, et qu'on l'oxyde, c'est-à-dire qu'on le brûle, brûler un objet, c'est l'oxyder, et bien ça va libérer automatiquement du CO2. On ne peut pas brûler un hydrocarbure sans générer du CO2. Et de fait, quand on regarde la concentration en CO2 dans l'atmosphère, sur Terre, depuis un millier d'années à peu près, des derniers millénaires, alors que ça faisait plus de 10 000 ans que la concentration en CO2 dans l'atmosphère était extrêmement stable, autour de 280 microlitres de CO2 par litre d'air. À partir du début du 19e siècle, à partir du moment où on commence à brûler du charbon fossile, puis du pétrole, puis du gaz fossile, la concentration en CO2 augmente, et elle augmente toujours, de plus en plus vite, année après année. Au 1er janvier 2022, on était passé de 280 à la fin du XVIIIe siècle à 418 microlitres. On augmente aujourd'hui à un rythme de 3, 4, 5 microlitres supplémentaires par an, par litre d'air. Une augmentation de quasiment 50% en l'espace de 2 siècles. Alors, ça représente, cette histoire, plus de 2300 milliards de tonnes de CO2 qui ont été injectées au cours des 2 derniers siècles. C'est une quantité absolument délirante, gigantesque, personne n'arrive à se représenter. Qu'est-ce que ça représente concrètement 2300 milliards de tonnes.
Pour la seule année 2021, c'était un peu plus de 36 milliards de tonnes de CO2 injectées dans l'atmosphère, ce qui représente un rythme d'injection de CO2 dans l'atmosphère de plus de 1 million de kilos de CO2 par seconde. Entre 2 secondes successives, on a rajouté à chaque seconde 1 million de kilos, un peu plus d'1 million de kilos de CO2 dans l'atmosphère. Du CO2 qui, quel que soit l'endroit où il est injecté, où il est émis, se retrouve ventilé à la totalité de la surface de la planète en l'espace d'une quinzaine de jours. Okay, donc le problème n'est pas de savoir qui émet ou qui n'émet pas du CO2. Le CO2, qu'il soit émis aux États-Unis, en France ou en Chine, de toutes les façons, en une quinzaine de jours, c'est homogénéisé, c'est brassé à l'échelle de la totalité de la surface de la planète. Alors évidemment, vous l'avez déjà entendu, le CO2 est un des gaz à effet de serre les plus présents dans l'atmosphère. Ça n'est pas le seul, évidemment, mais c'en est un. Et de fait, qui dit augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, dit automatiquement réchauffement climatique. Et de fait, c'est exactement ce que l'on observe au cours du XXe siècle, à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. On a pris 1 degré. On est déjà à 1,1, 1,2 aujourd'hui. En fait, on est sur un rythme où on gagne à l'échelle mondiale 1/10 de degré tous les 4 ou 5 ans. À l'échelle mondiale, plus 1 degré en un siècle. À l'échelle de la France, c'est plus 1,5 degré sur le même intervalle de temps. Et à l'échelle de Lyon, c'est plus 2 degrés sur le même intervalle de temps. Okay, globalement, à chaque fois que vous entendez à la télé, à la radio, l'idée que, par exemple, d'ici la fin du siècle en cours, le climat se sera réchauffé sur Terre de 3 degrés, vous pouvez à minima doubler cette quantité pour savoir à Lyon ce que ça va donner. Okay, donc quand on dit plus 3 à l'échelle globale, c'est au moins plus 6 ou plus 7 à l'échelle de Lyon. Quand on dit plus 5 à l'échelle globale, c'est au moins plus 10 à plus 12 à l'échelle de Lyon, etc., etc. Alors évidemment, ce réchauffement global, ce changement climatique global, ce n'est pas qu'un problème de thermomètre. Ce n'est pas qu'un problème de température. C'est évidemment un problème de température, et notamment de température estivale, avec clairement des événements d'extrême chaleur estivale de plus en plus longs, de plus en plus fréquents et de plus en plus chauds, très clairement. Donc augmentation en fréquence et en intensité des canicules estivales. On y va droit dedans. Entre 2000 et 2020, on a déjà eu plus de canicules estivales sur Terre que ce qu'on en avait eu pendant tout le XXe siècle réunis. Mais à côté de ça également, des événements de forte pluviosité et donc d'inondations de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. À l'échelle de l'Europe, c'est d'ores et déjà plus 65% d'événements de très forte pluviosité à l'échelle des 70 dernières années. A contrario, des événements de sécheresse, de plus en plus longs, de plus en plus intenses, on en reparlera évidemment. Des événements de tempête hivernale, alors ça concerne plutôt les côtes océaniques, un peu moins des régions comme la nôtre. Et puis, même si en soi, ce n'est pas un événement extrême, évidemment, une problématique de montée du niveau de l'océan pour 2 raisons fondamentales qui se combinent. D'abord, parce que le réchauffement de l'océan fait que l'eau prend plus de place. 1 litre d'eau à 25 degrés, ça prend plus de volume qu'1 litre d'eau à 15 degrés. Donc l'océan se dilate. Et puis, également, du fait de la fonte des glaciers continentaux, qui renvoient dans l'océan des quantités d'eau absolument gigantesques. De fait, à une échelle beaucoup plus locale, pour le bassin Rhône-Méditerranée par exemple, d'ores et déjà, sur les dernières décennies, des éléments de vulnérabilité extrêmement forts, par exemple en termes de disponibilité en eau, avec des secteurs de ce bassin dans lequel la problématique disponibilité en eau devient de plus en plus saillante, de plus en plus récurrente, et puis des problèmes également en termes de niveau trophique de ces eaux, c'est-à-dire de capacité d'autorégulation des cours d'eau, et là aussi des problématiques, alors qui nous touchent là pour le coup plus directement dans le secteur lyonnais, de niveau trophique des eaux qui s'effondre, qui s'altère très
profondément, du fait, directement, en réponse à ce changement climatique. Un changement climatique qui a donc déjà commencé, ce n'est pas de la science-fiction à ce niveau-là, c'est de l'observation, c'est ce que l'on constate au cours du XXe siècle, une dérive climatique qui a d'ores et déjà commencé, et qui, quoi que nous fassions dans les années et les décennies à venir, de toutes les façons, va se prolonger. Va se prolonger. On n'a pas vu la fin de cette histoire pour l'instant. Et au rythme où on va, on n'est pas près de la voir. Qui va se prolonger quoi que l'on fasse désormais, parce que, quand bien même on arrêterait dès demain, à l'échelle planétaire, de brûler le moindre kilo de charbon, le moindre litre de pétrole, le moindre mètre cube de gaz fossile, compte tenu de l'inertie thermique du système planétaire, le climat va de toute façon continuer à se réchauffer pendant au moins 30 ou 40 ans de plus. Quand bien même on arrêterait tout de suite de faire d'émettre du CO2 dans l'atmosphère. En filigrane, s'il y a des décideurs et des décideuses parmi vous, ça signifie quoi? Ça signifie que toute décision plus ou moins contraignante qu'on peut prendre au regard de notre consommation de charbon, de pétrole et de gaz aujourd'hui n'aura des effets que dans 30 ou 40 ans, pas avant. C'est un des paramètres très embêtants dans cette équation. Parce qu'aujourd'hui, quel décideur politique est capable de prendre des décisions contraignantes aujourd'hui qui n'auront des effets que dans 30 à 40 ans? Dans nos systèmes démocratiques, aucun. On peut le comprendre. C'est une partie importante de l'équation. Par exemple, quoi que nous fassions dès aujourd'hui ou demain, de toutes les façons, il est d'ores et déjà acquis que le pôle Nord sera en été totalement libre de glace dans les années 2040. On pourra aller au pôle Nord en bateau en 2040. Quoi que nous fassions dès aujourd'hui ou demain, il est d'ores et déjà acquis que probablement dans les années 2070-2080, les glaciers au-dessus de Chamonix, la mer de glace, le glacier de l'Argentière, auront totalement disparu. Terminé. Leur histoire est d'ores et déjà scellée, quoi que nous fassions aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde pour autant. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui, de toutes les façons, vont d'ores et déjà, on sait qu'elles vont se réaliser, du seul fait des émissions qui ont déjà été réalisées. Alors évidemment, tout n'est pas scellé, parce que ce qui va advenir dans les décennies à venir dépend évidemment de ce qui a déjà été fait, pour ça on n'y peut plus rien, et puis dépend de ce que l'on va faire, bien sûr. Et c'est là le sens des différents scénarios climatiques qui sont proposés année après année par le GIEC, groupe intergouvernemental d'études sur le climat, qui considère 4 scénarios fondamentaux, plus ou moins optimistes au regard de la quantité de CO2, de la quantité de gaz à effet de serre qu'on va continuer à émettre dans les années et les décennies qui viennent. Avec un scénario très optimiste, mais qui est probablement déjà dépassé, c'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas. C'est le scénario 2.6, un scénario où on ne dépasse pas les 2 degrés de température, les plus de degrés de température au maximum par rapport au normal pré-industriel. Celui-là, il est probablement déjà trop tard pour y arriver. Un scénario dit 4.5 qui correspond aux promesses qui ont été faites par les États lors de la COP 21, la COP de Paris. C'est pas tout à fait la même chose, c'est moins contraignant que l'accord de Paris en lui-même. L'accord de Paris, soit dit en passant, entre parenthèses, absolument aucun pays dans le monde, pas même la France, ne le respecte. Okay, donc la question de savoir si oui ou non on arrivera à respecter l'accord de Paris, de toute façon, ne se pose pas, aucun pays dans le monde ne le respecte, et il y a fort à parier que jamais aucun pays ne le respectera. Mais c'est pas ça qui est en jeu aujourd'hui. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est à quel point est-ce que les promesses et à quel point nos capacités d'innovation techno-industrielle vont peut-être nous aider à éviter le pire. Et donc là, il y a 2 scénarios intermédiaires, avec ou sans innovation technologique, les 4.5 et 6.0. Et puis il y a un scénario absolument cataclysmique, catastrophique, mais celui-là n'aura probablement pas lieu, parce que on aura arrêté de faire ce que l'on fait aujourd'hui avant qu'on en arrive à ces extrémités-là. C'est vraiment le scénario du pire, le 8.5. C'est le scénario où on brûle absolument tout ce qu'on peut brûler en termes de charbon, de pétrole et de gaz dans les 150 à 200 ans qui viennent. Mais ça, on n'y arrivera probablement pas. Alors ces différents scénarios
implique des concentrations maximales en CO2 différentes. D'accord ? Des concentrations qui vont de 480 microlitres de CO2 par litre d'air au maximum avant la fin du siècle pour le scénario 2.6. Et ça, en termes de concentration en CO2 dans l'atmosphère, ça serait du jamais vu depuis 5 millions d'années. Autrement dit, la lignée humaine n'aurait jamais connu une situation pareille. Si on monte jusqu'au 4.5, on est à 550 ppm, c'est du jamais vu depuis 35 millions d'années. Au 6.0, on monte à 750 microlitres, pardon, ppm, c'est des microlitres de CO2 par litre d'air. C'est du jamais vu depuis 50 millions d'années. Et à le scénario 8.5, on arrive quasiment à 2000 microlitres par litre d'air. Et ça, c'est du jamais vu depuis 252 millions d'années. C'est un chiffre très précis pour le coup. Pourquoi ? Parce que c'est un moment de l'histoire géologique de la planète Terre qui est extrêmement bien, qui est très bien connu aujourd'hui, qui correspond à la plus grande crise d'extinction biologique de tous les temps, qui est liée à un réchauffement climatique extrême, qui décime environ 95% de tout ce qui vit sur Terre à ce moment-là. Encore une fois, on n'arrivera probablement pas dans ces extrémités. Pour l'instant, la trajectoire actuelle est quelque part entre le scénario 4.5 et 6.0, c'est-à-dire qu'on devrait arriver à plus de degrés par rapport au normal pré-industriel aux alentours de 2035, d'ici une quinzaine d'années. On devrait être à plus 3 degrés en 2100, donc pour Lyon, ça fait du plus 6 degrés à peu près, par rapport à des températures pré-industrielles. Et on devrait être à plus 4 degrés, parce que ça continue à augmenter derrière. On parle souvent de l'horizon 2100, mais après 2100, ça continue pour la plupart de ces scénarios à augmenter. Et on serait autour de plus 4, peut-être un peu plus degrés en 2400, c'est-à-dire du plus 8 à plus 10 degrés à Lyon par rapport au normal pré-industriel. Alors évidemment, ça va avoir pas mal de conséquences, cette histoire, notamment des conséquences en termes de ce que l'on appelait, jusqu'à quelques années encore, mais ça n'a plus grand sens de les appeler comme ça, des sécheresses exceptionnelles. Les sécheresses exceptionnelles, c'était des sécheresses d'une telle force qu'elles apparaissaient, elles avaient lieu à un rythme d'à peu près une par siècle, avant les années 1950. Ces intensités-là de sécheresse, eh bien, on est sur, autour des années 2000, sur une année tous les 30 ans, en moyenne. Et en 2050, on projette que ça sera à peu près une année sur deux, qui sera ce que l'on appelait, ce que les météorologues appelaient autrefois, des sécheresses exceptionnelles. Vous avez ici, pour la France, ce que l'on projette pour la prochaine décennie, pour la décennie 2050-2060 et la décennie 2080-2090, sur la base d'un scénario ni trop optimiste ni trop pessimiste, en fait sur la base du scénario actuel, de ce qu'on est en train de faire actuellement, en termes de niveau de pénurie d'eau, niveau alerte, niveau crise, ou la pénurie franche, où il n'y a plus d'eau au robinet. Vous ouvrez votre robinet, il n'y a plus d'eau qui coule. Donc évidemment, on voit bien que les cartes deviennent de plus en plus rouges, et elles deviennent de plus en plus rouges en été, et elles deviennent également de plus en plus rouges en hiver. En fait, elles deviennent de plus en plus rouges tout le temps. Si on zoome sur notre région, printemps, été, automne, hiver, j'ai plus ou moins encadré le département du Rhône pour vous faire une idée ici en bleu, on est dans l'orange ou dans le rouge quasiment tout le temps, toute l'année, sur un horizon 2080. Et donc évidemment, les niveaux d'alerte en termes de disponibilité de l'eau qui vont devenir, année après année, de plus en plus fréquemment atteints et de plus en plus lourdement atteints et constamment au cours de l'année. Constamment au cours de l'année. Alors cette dérive climatique, est-ce que c'est grave? Et quand je dis est-ce que c'est grave, docteur, je parle à un médecin. Oui. Oui, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème, c'est que quand la température de l'air monte et qu'en même temps l'humidité augmente, il arrive un moment, une combinaison entre la température et l'humidité, où il fait tellement chaud et humide que notre corps n'arrive même plus à évacuer la chaleur interne du fait de l'évaporation, du fait de la transpiration. Et dans ce cas-là, un être humain, comme n'importe quel être vivant, rentre dans un état pathologique qui s'appelle l'hyperthermie, c'est-à-dire que sa température interne se réchauffe. 38, ça va encore. À 39, ça peut aller. À 40, ça commence à ne plus aller. À 41,
41,5, vous tombez dans le coma. À 42, 42,5, vous êtes mort. Alors cette carte-là, elle vous montre, à l'horizon 2100, sur un scénario modérément optimiste, elle vous montre les zones sur Terre qui connaîtront plus de 3 semaines par an de température mortelle. C'est-à-dire que vous sortez et en l'espace de 8 à 10 heures, vous êtes mort par hyperthermie. Ça représente, sur la base de la démographie actuelle, quelque part entre la moitié et les 3/4 de l'humanité actuelle. Okay, on imagine bien que ces gens-là ne vont pas rester sagement à attendre là où ils vivent de mourir. On imagine bien le type de réaction et le type de comportement que ça suscitera. Je ne commente pas ça plus que ça. Et si c'est mauvais pour l'espèce humaine, alors évidemment, ça va être mauvais pour toutes les autres espèces vivantes sur Terre aujourd'hui. Et ainsi, sur le même scénario climatique, on modélise décennie après décennie des probabilités d'extinction au-delà de 80% qui deviennent quasiment généralisées dans la bande intertropicale. C'est-à-dire là où aujourd'hui, il y a, et de très loin, le plus de biodiversité. Voilà à quoi ça ressemble le réchauffement climatique en cours. Et donc, avec cette dernière diapositive, on voit bien que ce réchauffement climatique, ce n'est pas qu'un problème de thermomètre, ça va être également un problème pour la biodiversité. Parce qu'en même temps, la biodiversité à la surface de la planète se dégrade, et se dégrade de plus en plus fortement, et de plus en plus rapidement. En partie, mais vous allez voir en réalité pour l'instant très très peu, à cause du réchauffement climatique, et en partie à cause de notre présence et de nos activités à la surface de la planète. Pour parler du groupe d'êtres vivants qu'on connaît le mieux, et pour cause on en est, le groupe des mammifères, c'est au cours des 2 derniers siècles, 79 espèces sur les 5500 espèces de mammifères qui vivent aujourd'hui sur Terre, 79 espèces de mammifères qui ont définitivement disparu de la surface de la planète. Ça représente à peu près 1,5% de toutes les espèces de mammifères qui ont disparu. La quasi-totalité, je crois qu'il y a 2 exceptions dans cette histoire sur les 79, la quasi-totalité parce que éliminées par l'être humain, par les êtres humains. En même temps, la moitié de ces 5500 espèces de mammifères ont vu leur effectif, les tailles de population, les nombres d'individus au sein de chaque espèce, diminuer de plus de 60%. La moitié de ces espèces-là. Et c'est vrai pour tous les continents, à l'échelle de l'Europe continentale, occidentale, à l'échelle de la France, c'est même plus que ça, hein, puisqu'on est, rien que pour le XXe siècle, sur des diminutions de taille d'effectifs de l'ordre de 85 à 90%. Autrement dit, quand il y a un siècle, vous pêchiez dans une rivière et que vous attrapiez, que vous voyiez 10 poissons, vous vous promeniez dans une forêt et que vous voyiez 10 animaux sauvages différents, aujourd'hui vous n'en voyez plus qu'un. Divisé par 10 en l'espace d'un siècle. Aujourd'hui, la situation en est dans un tel point qu'une seule espèce, l'espèce humaine, une seule espèce de mammifère, pèse à elle seule 36% de toute la masse des mammifères sur Terre. Vous rajoutez là-dessus 24 espèces de mammifères domestiqués pour notre alimentation, les vaches, les moutons, les cochons, etc. Ça fait 60% de la biomasse en plus, et donc si vous avez bien compté, les 5500 à peu près espèces de mammifères sauvages qui vivent sur Terre aujourd'hui, des plus petites chauves-souris, des plus petites musaraignes jusqu'aux plus grandes baleines, ces 5500 espèces de mammifères sauvages ne représentent, elles, que 4% de la totalité de la masse des mammifères sur Terre aujourd'hui. Mais malheureusement, ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout parce que, en même temps, on a divisé quasiment par 3, moins 68% d'animaux vertébrés en moins sur Terre depuis 1970. Moins 30% pour les oiseaux, presque moins 90% pour les poissons d'eau douce, 94% pour les espèces de poissons d'eau douce de plus grande taille. On a divisé par 5, moins 80% d'insectes volants en Europe au cours des 30 dernières années. On a fait moins 40, moins 41% d'insectes vivant sur Terre uniquement au cours des 10 dernières années. Bon an, mal an, on estime que la flotte de pêche mondiale dans les océans du globe prélève de l'ordre de 1000 milliards
d'animaux marins tous les ans. C'est ça, les ordres de grandeur, aujourd'hui, de ce qui se passe sur Terre depuis quelques dizaines d'années. Au total, pour les 2 derniers siècles, on estime que c'est de l'ordre de 20 000 espèces, tout type d'êtres vivants confondus. Animaux, végétaux, champignons, bactéries, tout confondu. C'est de l'ordre de 20 000 espèces, soit un petit peu plus d'1% de toutes les espèces connues sur Terre, qui ont définitivement disparu. Et au rythme où ça va depuis 20 à 30 ans, on projette des niveaux de disparition, des niveaux d'extinction qui pourraient atteindre 500 000 espèces, c'est-à-dire à peu près un quart de toutes les espèces connues sur Terre aujourd'hui, qui disparaîtront probablement, si on continue à faire ce qu'on fait, qui disparaîtront d'ici la fin du siècle en cours, c'est-à-dire en quelques décennies. À cela, 6 raisons, 6 causes principales et fondamentales, qui ne pèsent pas tout aussi lourd dans l'équation. La première de ces causes, c'est presque la moitié des 20 000 espèces qui ont disparu au cours des 2 siècles qui sont concernées par ça, c'est de la dégradation et de la perte d'habitats. C'est par exemple notamment de la déforestation. C'est notamment aussi de l'assèchement de zones humides. Les zones humides étant des zones de très forte biodiversité, toujours, partout sur Terre. C'est par exemple de la destruction des fonds marins par des pratiques de chalutage en eau profonde, par des chalutiers industriels. Ça, c'est quasiment la moitié des espèces qui ont disparu au cours des 2 derniers siècles, qui ont disparu à cause de ça. Pour un peu plus d'un tiers, ce sont des problèmes de surexploitation, c'est-à-dire de surexploitation des forêts, surcoupe, de surchasse et de surpêche. La surpêche jouant essentiellement dans les océans, un petit peu moins sur les continents, mais jouant quand même aussi sur les continents pour pas mal d'espèces. Pour 7% des espèces qui ont d'ores et déjà disparu, c'est un problème de réchauffement climatique. Et vous voyez que, au regard des 2 derniers siècles, le réchauffement climatique n'a pas encore été suffisamment fort, suffisamment intense, pour causer des problèmes à la biodiversité. On a vu que sur des modèles pour les décennies à venir, en fait, ce réchauffement climatique va peser petit à petit de plus en plus lourd dans l'équation. Et il est très probable que d'ici quelques décennies, probablement le milieu du XXe siècle, ça soit ce paramètre-là qui devienne le paramètre principal de suppression d'espèces sur Terre. On en reparlera. Des problématiques d'espèces invasives. Dans les rivières, vous connaissez ça très bien, malheureusement. Mais j'insiste pas plus que ça ici, parce que pour l'instant, ça n'a pas pesé très très lourd dans l'équation, même si 5%, évidemment, c'est pas nul. Des problématiques de pollution par des pesticides, des désherbants divers et variés, les microplastiques qui sont un problème de plus en plus prégnant dans nos eaux, que ce soit les eaux douces comme les eaux salées, les marées noires dans les océans, bien entendu, également. Et puis, pour quelques dizaines d'espèces, peut-être, des problèmes de maladies qui éradiquent rapidement des populations et des espèces entières. Si on résume tout ça, c'est très clair, depuis 2 siècles, on est objectivement rentré dans une phase d'annihilation biotique, biologique, quasi systématique, qui est absolument caractéristique des débuts d'une grande crise d'extinction. Alors on pourra peut-être y revenir, je ne vais pas détailler ça ici maintenant, mais en fait, si on veut donner du sens au mot, on n'est pas encore rentré dans ce que les paléontologues appellent au sens strict une grande crise d'extinction, mais on s'en approche de plus en plus rapidement. Et très clairement, si on ne change rien dans nos pratiques et nos habitudes dans les années et les décennies à venir, d'ici la fin du siècle, on sera rentré, là pour le coup, réellement dans une grande crise d'extinction. Alors, si on focus sur les hydrosystèmes, les écosystèmes d'eau douce, continentaux donc, toutes les problématiques ne se valent pas. La problématique de surexploitation existe, mais elle n'est pas au premier ordre. La problématique de maladie existe aussi, mais clairement pas au premier ordre. Très clairement, les problématiques fondamentales, c'est la dégradation d'habitat, notamment par la mise en place d'infrastructures hydrauliques le long des cours d'eau, le réchauffement climatique, l'assèchement donc des cours d'eau en été, qui peut aboutir à des mortalités massives chez les vertébrés, notamment chez les poissons. La problématique des espèces invasives, qui n'est pas neutre, notamment en Europe occidentale, dans nos cours d'eau donc, et puis des problématiques de pollution, évidemment, qui peuvent aboutir à des mortalités intenses. Alors c'est plus ponctuel dans le temps, mais à des mortalités très, très élevées.
Alors pourquoi est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce truc-là, hein? Pourquoi s'inquiéter de cette érosion, de cette chute, de cet effondrement de plus en plus rapide de la biodiversité? Et bien évidemment parce que la biodiversité, c'est extrêmement utile au fonctionnement de la surface de notre planète. Et quand je dis que c'est utile, je ne dis pas que c'est utile pour l'homme. Indépendamment de l'existence de l'espèce humaine sur Terre, la biodiversité, la diversité des êtres vivants est utile. Et elle est utile d'abord et avant tout parce que la biodiversité, la diversité des espèces peuplant un écosystème, peuplant un environnement donné, assure le fonctionnement des écosystèmes. Sans biodiversité, les dynamiques démographiques des populations s'effondrent. Parce qu'on a des effets de non-balance, par exemple entre la compétition et la prédation, qui fait que très rapidement on perd de la démographie et on perd encore plus d'espèces. La biodiversité est indispensable au maintien, au fonctionnement et à la stabilité des réseaux trophiques. Qui mange quoi dans les écosystèmes? Elle est indispensable parce que, par exemple, sur Terre, c'est une biodiversité d'insectes qui assure la pollinisation de la quasi-totalité de nos plantes à fleurs. Globalement, s'il n'y a plus d'insectes pollinisateurs, il n'y a plus de fruits et il n'y a quasiment plus de plantes à fleurs sur Terre parce qu'elles deviennent incapables de se reproduire. C'est la biodiversité, la diversité des êtres vivants dans les sols, par exemple, qui assure la dépollution de l'eau que nous buvons. Sans biodiversité dans les sols, l'eau de notre robinet devient non potable très très rapidement. En l'espace de 20 à 30 ans, on ne pourra plus boire l'eau de notre robinet. Et puis, à des échelles locales à régionales, la biodiversité des forêts, par exemple, richement biodiversifiées, vont assurer la stabilité climatique à des échelles géographiquement relativement restreintes, mais c'est significatif. À côté de ça, et donc indépendamment de l'espèce humaine, pour le coup, la biodiversité est également utile pour nous, pour l'espèce humaine. Elle est utile à divers titres socio-économiques et culturels, en termes d'approvisionnement en différents matériaux naturels, en termes de disponibilité d'eau potable, en termes d'exercice de différents types de loisirs, de cueillette, de chasse, de pêche, de bien-être psychologique des êtres humains. La biodiversité joue également un rôle pharmaceutique absolument indispensable pour l'humanité aujourd'hui. 60% des médicaments que l'humanité aujourd'hui utilise sont des médicaments, des molécules qui sont extraites d'un être vivant. Et 80% de l'humanité, pas l'humanité occidentale, évidemment, pas nous, mais tout le reste de l'humanité non occidentale, 80% de l'humanité utilise dans sa pharmacopée exclusivement des molécules provenant d'un être vivant. Absolument aucune molécule de synthèse dans la pharmacopée de 80% de l'humanité actuelle. Faire disparaître des êtres vivants, faire disparaître des espèces, c'est tout simplement faire disparaître la possibilité de découvrir de nouveaux médicaments et de continuer à utiliser les médicaments que nous utilisons aujourd'hui. La biodiversité joue également un rôle alimentaire par l'intermédiaire de ce que l'on appelle évidemment la biodiversité domestique aujourd'hui, puisque l'essentiel de l'alimentation humaine sur Terre aujourd'hui, c'est de la biodiversité domestique. On est suffisamment stupide pour même jouer à détruire la biodiversité domestique, ce qui est un suicide alimentaire absolument invraisemblable. Et puis évidemment, nos 2 dernières années nous ont parfaitement bien montré, ce n'est pas le sujet de ce soir, je ne vais pas le développer, mais que derrière la problématique d'effondrement de la biodiversité, il y a également des problématiques de santé humaine en termes de pandémies zoonotiques, c'est-à-dire de maladies qui au départ existent dans un réservoir de la faune sauvage et qui sont transmises directement ou indirectement aux êtres humains. C'est la Covid-19. Et donc pour terminer cette première partie, changement climatique et biodiversité. Pourquoi y a-t-il un lien si fort, et un lien qui va devenir dans les années et les décennies à venir de plus en plus fort, entre la dérive climatique que nous avons enclenchée depuis plus de 2 siècles et l'effondrement de la biodiversité? Alors pour ça, il va falloir faire 3 minutes d'écologie un tout petit peu théorique. En allant regarder, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà en tête, le fait que chaque espèce, quelle que soient ses caractéristiques, ses propriétés, chaque espèce sur Terre habite dans ce que l'on appelle une niche écologique. Une niche écologique, c'est-à-dire une combinaison de caractéristiques biologiques, biotiques, ce qu'elle fait, les ressources qu'elle utilise, et de caractéristiques physico-chimiques, abiotiques, qui caractérisent son habitat, le lieu où elle vit. Chaque espèce a sa niche écologique. De fait,
L'habitat d'une espèce est notamment défini par ses conditions climatiques. Ça n'est pas que ça, mais c'est notamment, et c'est très important ça, parce que vous savez très bien que vous ne ferez pas vivre des gorilles au pôle Nord et que vous ne ferez pas non plus vivre des ours polaires à l'équateur. Chaque espèce présente ses propres caractéristiques écologiques et notamment ses propres caractéristiques climatiques. Partant de là, l'habitat d'une espèce est donc notamment défini par ses conditions climatiques et de fait, chaque espèce possède ce que l'on va appeler une niche climatique. Une combinaison de caractères climatiques à l'intérieur de laquelle elle peut vivre et à l'extérieur de laquelle elle ne peut pas vivre. Pour les êtres vivants sur les continents, les deux caractéristiques principales sont la température et l'humidité. Évidemment, pour des êtres vivant dans l'eau, la température joue également, l'humidité, c'est pas vraiment le souci. Ça va par exemple être plutôt l'acidité de l'eau, ça va par exemple être plutôt, il n'y en a pas que deux en réalité, l'alcalinité de l'eau, la concentration en sel de cette eau, etc. etc. Bref, chaque niche, chaque espèce possède sa niche écologique et notamment sa niche climatique. Alors maintenant, considérez aujourd'hui une espèce qui vit à un endroit donné. À un endroit donné, le changement climatique va impliquer la disparition, en réalité le déplacement, un peu plus vers le nord, de sa niche climatique. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Ou bien l'espèce va être capable d'évoluer, c'est-à-dire de s'adapter à de nouvelles conditions climatiques, ou bien l'espèce va pouvoir migrer, se déplacer en même temps que sa niche climatique, elle va traquer, elle va suivre sa niche climatique, géographiquement parlant, ou bien l'espèce va de fait sortir de ses conditions d'existence climatique et va disparaître, va s'éteindre. Qu'est-ce qui va décider que ça va être plutôt l'évolution, ou plutôt la migration, ou plutôt l'extinction? Ben, c'est assez simple, c'est la vitesse à laquelle va se faire le réchauffement climatique. Pour qu'une espèce ait le temps, quelle qu'elle soit, de s'adapter à un réchauffement climatique, il faut que ce réchauffement climatique soit extrêmement lent. Parce que l'évolution, ça implique à minima quelques milliers à dizaines de milliers de générations. Et donc à minima quelques milliers à dizaines de milliers d'années pour la plupart des êtres vivants. Si le réchauffement est plus rapide que ça, alors l'espèce ne va pas avoir le temps d'évoluer. Mais elle va peut-être avoir le temps de migrer. Pour la plupart des espèces, les temps de migration se mesurent en décennies à siècles. Mais si le réchauffement climatique est plus rapide que ça, elle n'aura pas non plus le temps de migrer. Et dans ce cas-là, sa seule alternative sera de disparaître. De fait, très clairement, et de plus en plus dans les années et les décennies qui viennent, on peut s'attendre à ce que de plus en plus d'espèces sortent de leur niche climatique. La niche climatique sera partie vers le nord. Elles n'auront pas eu le temps d'évoluer, elles n'auront pas eu le temps de migrer. Et donc, soit dans une situation d'extinction à très court terme. Est-ce pour autant à dire que pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité, nous devons donc lutter contre le réchauffement climatique? Oui, mais malheureusement, ça va être plus compliqué que ça encore. Ça va être plus compliqué que ça, et pour comprendre ça, on va prendre un exemple que probablement vous connaissez déjà bien. Le cas des barrages artificiels, qu'on met dans nos montagnes, notamment pour fabriquer de l'hydroélectricité. L'hydroélectricité est une source très vertueuse d'énergie au regard du réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que l'hydroélectricité émet très très peu de CO2 dans l'atmosphère. De l'ordre de 10 grammes de CO2 émis par kilowattheure d'électricité fabriquée de cette façon-là. C'est 100 fois moins que le charbon, par exemple. Le charbon étant aujourd'hui la principale énergie utilisée pour fabriquer de l'électricité sur Terre. Donc l'énergie électrique est extrêmement vertueuse au regard du réchauffement climatique. En plus, ça fournit des réservoirs d'eau pour l'agriculture. Du point de vue des sécheresses qui vont être de plus en plus intenses, c'est évidemment intéressant. Et elle permet la viabilisation des sections aval de ces barrages. Par exemple, elles stabilisent, elles diminuent, elles permettent de mieux contrôler les risques d'inondation, elles permettent de mieux contrôler ce qui se passe dans les zones humides. Très bien. De ce point de vue-là, vive l'hydroélectricité. Oui, mais
L'hydroélectricité, ces barrages-là vont modifier considérablement l'hydrologie des vallées et des estuaires. La charge sédimentaire va s'en trouver modifiée, les nutriments transportés dans l'eau vont s'en trouver modifiés, l'oxygène dissous dans l'eau et donc la respiration des êtres vivants dans l'eau va s'en trouver altérée. Ces barrages vont détruire des habitants, par exemple en termes de ripisylves, en termes de zones humides. Ces barrages vont amener à une fragmentation des populations, avec des barrières migratoires le long des cours d'eau, généralement infranchissables pour la plupart des êtres vivants, et vont également être des réservoirs de maladies infectieuses qui vont potentiellement affecter de nombreux êtres vivants dans l'eau. Donc est-ce que l'hydroélectricité est une bonne chose? Oui. Est-ce que l'hydroélectricité est une mauvaise chose? Oui aussi. Point trop d'infos. La conclusion et petite moralité de cette histoire, c'est quoi? C'est que face à la problématique que je viens de vous présenter, il n'y aura pas, il ne faut pas compter sur quelque solution miracle que ce soit. La seule solution qui aura une quelconque efficacité est, par tous les moyens possibles et imaginables, de réduire l'empreinte environnementale de l'humanité à la surface de la planète. Tous les moyens possibles et imaginables. Et donc, si je résume au regard de ce que je vous ai présenté, et particulièrement dans le contexte d'écosystèmes d'eau douce, d'écosystèmes aquatiques, lacs, rivières, réduire, limiter, contrôler au maximum le réchauffement climatique, en diminuant par tous les moyens possibles et imaginables nos émissions de gaz à effet de serre, CO2 notamment, qui contribue à 70% du réchauffement d'ores et déjà constaté. Limiter, réduire, contrôler au maximum l'artificialisation des lits et des berges de nos rivières, arrêter de détruire des ripisylves, arrêter de détruire des zones humides, arrêter de détruire des frayères, par exemple. Limiter, réduire, contrôler la mise en place de nouveaux ouvrages hydrauliques, barrages, seuils, écluses, parce que ces barrages, ces seuils, ces écluses diminuent la continuité écologique le long du cours d'eau, et donc fragmentent les populations, et donc augmentent les risques d'extinction. Réduire, limiter, contrôler au maximum la dégradation physico-chimique des eaux, c'est la problématique générale des pollutions, quelles qu'elles soient, et de tous les intrants, par exemple agricoles, qu'on utilise à proximité des cours d'eau et qui finissent à un moment ou à un autre par se retrouver dans les cours d'eau. C'est aussi la problématique des microplastiques et des nanoplastiques et des pollutions par divers produits industriels. Et puis finalement, limiter au maximum, réduire, contrôler l'introduction d'espèces exotiques invasives, parce que ces espèces-là chamboulent tout dans les écosystèmes, elles créent de nouvelles pressions de compétition et de prédation, face auxquelles souvent de nombreuses espèces autochtones n'arrivent pas à se prémunir. Voilà, je vais m'arrêter pour ma partie, et donc laisser la parole au second intervenant. Merci, effectivement, je crois qu'on pouvait l'applaudir bien fort pour sa présentation très claire, faite avec passion. Et on va se recentrer maintenant plus sur les cours d'eau et sur ce qui se passe vraiment chez nous, dans notre département. Si la technique veut bien suivre. Alors, est-ce qu'on voit ma souris? On voit tout, c'est parfait. Très bien. C'était tout. Là, c'est... C'était trop facile. Je pense que c'est la prise et le... je vais ça faire avec la zapette. Ouais.
Allez, c'est mieux. Et ben, on va faire sans appel. Alors, donc comme je vous le disais, on va se recentrer vraiment sur ce qui se passe dans notre département, en tout cas dans nos territoires proches, et donc notamment sur les cours d'eau. Alors la première figure que vous voyez là, c'est l'évolution des débits les plus secs depuis 2003, là, sur la gauche de la figure, jusqu'en 2020. Je ne vais pas représenter les derniers encore pour cette année, enfin pour l'année dernière. Mais concrètement, ces débits-là, ces débits des 30 jours les plus secs que l'on a sur notre territoire, c'est vraiment le facteur qui va limiter vraiment la vie aquatique. C'est une espèce de filtre à travers lequel doivent passer tous les organismes qui vivent dans nos rivières, ces périodes voilà, d'une trentaine de jours les plus contraints. Les périodes voilà, au cours de laquelle les polluants sont les plus concentrés, les habitats sont les plus réduits, et donc vous avez le moins de chances de survie à travers ces périodes-là. Et ce qu'on peut voir, ça fait écho en tout cas à la présentation que vous venez d'avoir, entre 2015 et 2020, vous avez un enchaînement de 6 étés qui ont été extrêmement secs. C'est du jamais vu depuis que les mesures existent, c'est-à-dire depuis les années 60 en tout cas. C'est une situation qui est totalement inédite. Alors, non seulement les débits des cours d'eau ont été extrêmement faibles en été, mais en plus, la ligne rouge que vous voyez, c'est les températures, l'écart par rapport à la normale. Et vous voyez qu'on était systématiquement 2 à 3 degrés au-dessus des normales. Donc, des débits extrêmement secs, des canicules qui se sont enchaînées, donc des situations vraiment inconnues jusqu'à aujourd'hui pour nos écosystèmes. Des choses qui ont eu un impact et qui étaient d'une ampleur vraiment sans précédent sur tous nos territoires, tous nos bassins versants. Pour vous représenter ça de manière géographique, vous avez le département du Rhône ici, et sur cette carte, donc les couleurs qui vont du jaune pour les sécheresses les moins graves au noir pour les sécheresses historiques, record absolu jamais connu. Mais concrètement, on voit que nos records historiques, c'est les grandes sécheresses de 1976, de 2003. Ces grands records historiques, ils ont été pulvérisés lors de l'été 2020, donc celui qui était juste avant le dernier. Et vous avez par exemple là une photo du Reims à Amplepuis, c'est un cours d'eau qui coule dans l'ouest du département. L'été, en général, vous avez à peu près 120 litres secondes dans ce cours d'eau-là. 1976, vous aviez 22 litres secondes, 2003, 17, 2020, 6 litres secondes. C'était une succession de flaques. Voilà, vraiment, on est passé d'un cours d'eau qui était quand même très abondant habituellement en été à un tout petit pipi de chat. Et ça, donc, alors, il est là, le bassin du Reims, donc c'est cette tache noire-là. Et on verra tout à l'heure aussi des choses qui vont concerner le bassin du Garon, qui est à l'opposé un peu dans le département, un peu plus au sud. Donc retenez un petit peu ça. Ah, on ne voit plus la souris. D'accord. Alors, il faut que je fasse apparaître un pointeur. Si ça veut bien rester à l'écran. Voilà. Le bassin du Reims ici et le bassin du Garon qui est par là. Alors bien sûr, les débits ont diminué, mais on a aussi surtout vu des kilomètres d'à sec, des choses jamais vues, une ampleur inédite, des dizaines de kilomètres à sec sur nos cours d'eau. Donc voilà, ça sera très probablement, on l'a entendu tout à l'heure, la norme d'ici la moitié du siècle qui arrive. Alors, on a aussi des connaissances sur le plus long terme de ce phénomène de baisse des débits dans nos cours d'eau. Ce n'est pas quelque chose qui est tout neuf. C'est quelque chose qui a déjà démarré depuis les années 60 en tout cas, depuis qu'on a des mesures qui nous permettent de le savoir en fait. Et il y a une grosse étude qui a été publiée là tout récemment et qui a montré que sur le bassin de la Loire, donc l'intégralité des débits des affluents du bassin de la Loire ont été modélisés. Et on a vu qu'on perdait à peu près 5 à 10% du débit moyen annuel des cours d'eau tous les 10 ans. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très fort. Et côté bassin du Rhône, alors on n'a pas l'étude à large échelle et aussi précise que ça, mais cela dit, quand on regarde nous dans les chroniques de données qui sont disponibles, on voit exactement la même chose. Par exemple sur l'Azergue, que pas mal d'entre vous doivent connaître,
Et bien, si on fait cet exercice, et bien on s'aperçoit qu'on est moins 7,5% tous les 10 ans. Voilà, depuis 50 ans à Châtillon, on est passé de 5 mètres cubes seconde à 3 mètres cubes seconde. Donc voilà, vous passez d'un cours d'eau qui coule plutôt bien à un cours d'eau qui a de plus en plus de mal en été. Alors, ça veut dire aussi une autre chose. On le sait, la température de l'air grimpe. Dans le bassin de la Loire, au maximum, on a vu des cours d'eau on a vu les températures d'air grimper à peu près 0,7 degrés tous les 10 ans. Mais en plus de ça, se rajoute ce phénomène de la baisse de débit. Donc voilà, au maximum, moins 16% de débit tous les 10 ans. Et si on met ces deux choses bout à bout, un air plus chaud et des cours d'eau qui coulent moins, bilan des courses, vous avez des cours d'eau qui se réchauffent encore plus vite que l'air. Donc, sur certains sites, on a gagné 1 degré dans l'eau tous les 10 ans. Donc ça va encore plus vite que le phénomène météorologique pur. Et à cela, encore une fois, s'ajoutent des effets qui sont variables dans les saisons. C'est-à-dire que voilà, on peut parler de réchauffement moyen, mais le réchauffement est encore plus important sur les phases de printemps et d'été notamment. Voilà, alors, de manière globale, en valeur médiane, moyenne, on a à peu près 0,38 degrés dans l'eau en plus tous les 10 ans, et en été, on est passé à plus 0,44. Donc c'est net. Alors cette carte, ça vous représente le bassin de la Loire, hein. Vous avez l'Atlantique, l'océan Atlantique ici à gauche, et nous, on est ici, voilà, département du Rhône. Vous avez justement ce taux de réchauffement par 10 ans. Plus c'est rouge, moins c'est bon, forcément. Et vous voyez notre département du Rhône qui clignote ici. On est très bien placé, on est dans le rouge. En débit, on est aussi très très bien placé puisqu'on perd de manière, en tout cas toute la partie Loire ligérienne de notre département du Rhône perd 5 à 10, voire plus de 10% de débit tous les 10 ans. Voilà, alors petite figure, une petite note d'humour dans cet océan de mauvaises nouvelles qu'on vous met. Alors ça, c'est des dessins qu'on fait avec Jean-Pierre Foissy, qu'on va saluer et remercier à l'occasion, qui met en scène voilà, quelques poissons avec en tout cas des couleurs et des dessins toujours assez sympas à regarder. Donc effectivement, qui est-ce qui paye le prix fort à la pompe aujourd'hui? Clairement, c'est bien les poissons, hein, puisque non seulement ils ont le réchauffement climatique qui vient les pénaliser, mais en plus, forcément, l'être humain, pour ses besoins d'irrigation divers et variés, pompe. Et forcément, quand on pompe dans des cours d'eau qui sont déjà en état critique, ça fait encore plus mal. Alors donc voilà, pour résumer, là je vais rien vous apprendre, mais en tout cas, côté réchauffement de l'eau en elle-même, forcément, moins de débit, plus de chaleur dans l'air égale plus de chaleur dans l'eau, et le Rhône est bien entendu très bien placé pour ça. Alors, l'eau se réchauffe certes, mais qu'est-ce qu'il en est du côté des poissons? Quelles vont être les espèces les plus vulnérables? Quelles vont être celles qui vont être les plus résistantes? Donc bien sûr, vous avez des espèces d'eau froide, comme la truite, l'ombre commun, le chabot. Concrètement, dès que la température de l'eau va dépasser les 17-20 degrés, ces espèces-là vont rentrer en stress. Elles ne vont plus arriver à se nourrir et à compenser, en tout cas, à avoir des apports énergétiques suffisants. Elles vont perdre du poids, leur état physiologique va se dégrader petit à petit et finir par mourir. Et en particulier, les juvéniles sont très vulnérables à ça. Les adultes vont avoir des réserves, ils vont emmagasiner un peu de graisse, un peu des choses qui vont leur permettre, en tout cas, de survivre à des épisodes comme ça. Par contre, les juvéniles, eux, ils n'ont presque rien. Et du coup, quand on traverse des phases de canicule, les premiers qui sont sur le carreau, c'est les petits. C'est les truitelles, par exemple. Alors après, on a la plupart des espèces, en fait, de nos cours d'eau, entrent en résistance vers un seuil qui se situe à peu près autour de 25 degrés. Donc voilà, des poissons très classiques comme le brochet, la perche, le barbeau, le chevenne, ont ce seuil à peu près de tolérance au-delà desquels ils rentrent en stress. Et puis nos espèces les plus résistantes, globalement, elles tiennent assez bien jusqu'à 30 degrés.
Donc ça va être la carpe, ça va être le cendre par exemple, hein, en termes de prédateurs. Le silure résiste aussi assez bien, même si ce n'est pas forcément l'espèce qui va tolérer les réchauffements les plus forts. La blette, la bouvière aussi sont des poissons qui sont très, très tolérants. Et par contre, vous avez une sorte de plafond de verre là, qui se situe au niveau des 35 degrés, où voilà, là c'est la fin du bal pour tout le monde. Alors ça veut dire quoi? Pour faire écho à ce que disait Gilles tout à l'heure, si vous êtes un poisson, vous n'avez pas beaucoup de choix pour pouvoir vous adapter, il va falloir migrer, il va falloir vous déplacer et aller trouver des zones plus fraîches vers l'amont des cours d'eau. Et puis les espèces d'eau froide, très clairement, elles vont très vite être impactées par le réchauffement. Donc espèces d'eau froide comme la truite, vous voyez les cartes ici de répartition potentiellement favorable actuelle, et la carte de répartition d'ici la fin du siècle projetée. Donc vous voyez que les zones en bleu commencent à disparaître sévèrement. Concrètement, dans les modèles qui sont utilisés, on pense, pour la truite, il est donné des valeurs de l'ordre de 50 000 km de cours d'eau en moins colonisables par l'espèce. Par contre, des poissons comme le chevenne, qui sont quand même plus tolérants, eux verraient leur chance de survie quand même un petit peu augmenter, et puis ils pourront coloniser aussi des zones qui étaient trop froides pour eux. Donc concrètement, ces modèles-là prédisent que cette espèce pourrait, elle, se développer et coloniser à peu près 50 000 km en plus. D'autres vont disparaître de certains bouts de cours d'eau, coloniser d'autres, et voilà, on aura une espèce d'équilibre. Rochet, par exemple, est donné comme étant pas forcément complètement chamboulé en termes de probabilité de se trouver à un endroit donné. Et cela dit, ça peut totalement changer selon la localité où on se trouve. Alors, ça c'est simplement des probabilités d'être présent à un endroit donné, mais c'est une vision qui est vraiment beaucoup trop simpliste, et on va voir, l'avenir appartient pas forcément aux chevennes dans nos rivières. Et les dernières années nous permettent de bien le comprendre. Alors, ça, c'est un exemple de ce qu'on fait. Donc, on fait des inventaires par pêche électrique pour suivre l'abondance des différentes espèces sur différents cours d'eau. Et là, en l'occurrence, on est sur le Reims. Donc, Reims, en amont du lac des Sapins, vous le connaîtrez aussi. Et ça, c'est l'abondance, la biomasse de toutes les espèces de poissons que l'on a sur notre station de pêche électrique. Voilà. Ici, c'était en 2007. Et là, ça dégringole gentiment jusqu'en 2020. Ici, on est la courbe du bas, on est dans le Garon, qui suit à peu près la même trajectoire, donc avec un effondrement global. Donc ça concerne toutes les espèces, non seulement les espèces qui sont d'eau froide, mais aussi les espèces d'eau chaude. On va voir par exemple pour le chevenne ce qui s'est passé. Alors, là vous avez la truite, c'est la courbe bleue. Donc, qui a profité des années, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au cours des étés 2013-2014, on a eu des temps un peu pourris. Ça va très bien pour la truite, ça va très bien pour ces espèces-là. Elle en a bénéficié, hop, elle a eu un rebond, un regain d'abondance, avant de dégringoler complètement là, à travers les 6 étés terribles, 2015-2020. Et notre ami le chevenne, qui est réputé être une espèce d'eau chaude, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de plus haut, effectivement, en abondance. Par contre, il n'a pas aimé du tout la phase justement d'été pourri, frais. Ça ne lui allait pas. On était sur une portion de cours d'eau où l'eau était trop froide pour lui. Donc, les crues passant, les juvéniles étaient rincés, et du coup, lui s'est retrouvé avec une abondance très faible. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a eu des débits extrêmement bas, et lui non plus, il ne trouve pas d'habitat, et lui aussi, il reste à un niveau très très faible. Donc au final, notre espèce dite d'eau froide, son abondance a été divisée par 2, et notre espèce dite d'eau chaude, son abondance sur ce site a été divisée par 3. Donc on n'est pas uniquement sur une question de probabilité de présence, de possibilité de migration, mais bien en termes d'abondance, on va vers des phénomènes qui sont vraiment compliqués. Alors, tout à l'heure je vous parlais du Garon qui lui aussi a connu des débits vraiment historiquement bas. Secteur amont du Garon, il s'est passé la même chose. Notre ami le chevenne a dégringolé complètement au fur et à mesure des années, là, en orange. Tandis que la truite, elle aussi, dégringolait, mais
un petit peu moins violemment. Voilà, 3 fois moins de truites, 12 fois moins de chevennes dans ces portions de cours d'eau. Alors cela dit, hein, ça reste une espèce d'eau chaude, donc dans des secteurs plus loin dans les bassins versants, cette espèce-là arrive à mieux se maintenir. Elle a conservé une abondance correcte sur le Garonne, du côté de Brignais par exemple. Donc pour elle, effectivement, il y a des secteurs où la truite va disparaître totalement, mais le chevenne arrivera à se maintenir. Donc voilà, les choses sont beaucoup plus compliquées que de la simple présence-absence. L'espèce peut effectivement se maintenir, gagner des zones un peu plus fraîches où qu'elle va pouvoir recoloniser. Et par exemple, le chevenne, ce n'est pas une espèce d'eau très courante, mais dès qu'on remet un petit peu on rouvre le robinet, on remet un peu de débit dans la machine, le chevenne se retrouve balayé. Donc il y a une instabilité des conditions qui font que même les espèces d'eau plus chaude vont avoir beaucoup de mal à se développer. Voilà, alors après on a aussi des effets bien sûr du réchauffement qui vont atteindre les individus directement. Ça va toucher à la physiologie des animaux. Alors on va avoir par exemple une tendance à diminuer la taille des adultes. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous appliquez un phénomène de stress à un poisson, il va avoir tendance à maturer plus vite, plus tôt, et investir davantage dans cette reproduction précoce. Peut-être qu'il va biologiquement en tout cas, les choses sont faites pour produire plus vite plus de juvéniles, peut-être pour augmenter les chances de survie, de dispersion de l'espèce. Du coup, ça aboutit à des poissons qui grandissent moins en termes de taille et qui vont vivre moins longtemps aussi. En gros, ils brûlent un peu la chandelle par les deux bouts, et voilà, ça peut changer les choses. Alors cela dit, côté pêche, en fait, on influence déjà beaucoup les tailles pour certains poissons. Par exemple, le brochet, la truite, sont prélevés. On avait jusqu'à présent une gestion par ce qu'on appelle des tailles minimum de capture. En gros, tous les gros poissons pouvaient être prélevés, on préservait les petits. Ça aussi, ça a eu une influence. On a sélectionné génétiquement en fait, des poissons plus petits en éliminant systématiquement les gros. Donc il y a des adaptations en justement préservant les gros et de manière à les conserver. Autre chose aussi, alors c'est ce qu'on appelle là le côté phénologique de l'histoire, c'est qu'on va avoir un décalage des phases de cycle de vie des espèces. Donc on va avoir par exemple la reproduction qui va démarrer plus tôt, parce que le réchauffement va être plus précoce. Souvent les phases de reproduction des poissons sont calées sur des températures d'eau. Et donc par exemple chez le hautu, qui se reproduisait plutôt sur le mois d'avril, fin avril, on va avoir des migrations de reproduction qui vont démarrer début mars. Donc 1 mois, voire 2 mois gagnés déjà sur ces cycles. On a le cas du cendre aussi, qui se reproduit là, sur les mois de mars, avril, mai. Alors avant, c'était un grand débat, le cendre. Dès que l'ouverture du cendre qui arrivait sur début mai, on voyait des pêcheurs qui pêchaient parfois sur des nids, donc c'était facile à capturer, des poissons faciles à capturer. Et ça, c'est quelque chose qui est de moins en moins vrai. Donc les dates d'ouverture sont de plus en plus précoces, et malgré tout, ils se capturent de moins en moins de cendre sur les frayères. Et l'explication, en fait, sur cette phase de mars-avril, à Lyon, en fait, on gagne 1 degré tous les 10 ans dans l'air. Donc là, c'est vite vu, on est parti de 8 degrés, 8 degrés 5 dans les années 80. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 11 degrés, voire 12, record absolu en 2020, par exemple. On était à quasiment 12 degrés 5 sur cette période de mars-avril. Bon, ça, je passe vite, c'est une parenthèse, hein, mais voilà. 2021, on a eu un printemps très frais, une ouverture très précoce et très très bonne reproduction du cendre. Pour le coup, les pêcheurs n'ont pas du tout gêné la reproduction de l'espèce. Alors, autre espèce phare de notre département, la truite. La truite, elle dépend énormément, non seulement de la température, mais aussi des débits. Alors, pour se reproduire, la truite, elle va monter vers un peu plus près des sources. Elle va aller chercher des petits affluents pour poser ses œufs. Et plus les débits d'automne, parce qu'elle fait sa migration de montaison, plus les débits d'automne vont être élevés, plus elle va arriver à migrer. Donc déjà, ça, c'est un premier débit dont elle dépend. Après, les juvéniles vont passer un temps dans les graviers, donc pendant plusieurs mois, ils vont être sous gravier.
Et à un moment donné, il va falloir qu'ils en sortent, et à ce moment-là, ils vont être très vulnérables. Si jamais on a une crue qui passe, eh ben, ça anéantit totalement la reproduction de la truite sur quasi tout le département. Et même un petit peu au-delà. Donc deuxième épisode, si on a plus de crues, ou si elles sont plus intenses, la truite va être affectée. Et puis l'autre point aussi, c'est que les débits, visiblement, les débits des étés conditionnent sans doute la qualité des géniteurs, le fait qu'ils puissent accumuler des ressources pour pouvoir préparer la reproduction. Et ces débits d'été diminuent. Donc concrètement, on est arrivé à modéliser tout ça. Et on sait que par exemple, d'ici 2050, si les débits d'étiage sont divisés par 2, ce qui pour l'instant est la trajectoire qui est prévue, on aura une baisse du recrutement de juvéniles de l'ordre de 45%. Et si en plus de ça, les phénomènes de crue sont plus intenses et plus fréquents, c'est quelque chose qui est compliqué à modéliser, tous les modèles ne sont pas forcément d'accord, mais globalement on va quand même sur cette tendance-là. On pourrait perdre encore un petit peu plus d'efficacité de la reproduction de cette espèce. Jusqu'à 65%, on pourrait perdre les 2/3 finalement de la reproduction de la truite, qui est l'espèce la plus répandue dans le département. Et puis, petite cerise sur le gâteau, c'est plus on a de l'eau chaude, plus ça favorise certaines maladies. Alors, pour la truite, c'est une maladie rénale proliférative, qui a été mise en évidence notamment dans le sud, là, côté pyrénéen, en Suisse aussi, en Angleterre. Maladie favorisée par le réchauffement et qui peut aller jusqu'à 90% d'impact sur les juvéniles. C'est compliqué, l'avenir est compliqué pour nos truites, ça on le sait. Donc truite, c'est plutôt les petits ruisseaux. Un petit zoom sur le fleuve Rhône. Alors notre fleuve Rhône, à l'entrée de Lyon, dans les années 60-70, l'eau arrivait en été péniblement à 20-23 degrés. Il avait été cité un cas de 25 degrés en 1976, suite à une grosse sécheresse canicule. Là aujourd'hui, c'est 20-25 degrés, enfin c'est 25 degrés, c'est la moyenne, et encore, c'est une moyenne qui bientôt sera une moyenne basse. Voilà, donc en l'espace de 30-40 ans, ce qui s'est passé. Alors, Lyon, l'entrée de Lyon, c'était la fin de la zone à ombre. Donc voilà, vous avez un ombre commun, c'est un salmonidé. Et l'ombre commun se pêchait à l'entrée de Lyon, juste en amont de Lyon. Alors aujourd'hui, c'est plutôt sur la basse rivière d'Ain que la zone à ombre se situe et se termine, parce que les ombres de la rivière d'Ain souffrent aussi. Et puis, bien entendu, le cortège d'espèces du Rhône, il évolue. Donc, on a de plus en plus de barbeaux, on a de plus en plus de chevennes, d'espèces d'eau plus chaudes, qui pour le coup là bénéficient d'un débit abondant, d'un habitat qui ne bouge pas trop, mais d'une température supérieure. Donc là, on a bien les espèces d'eau chaude qui se développent très, très largement. Mais cela dit, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure ce que je vous disais sur les seuils maximum tolérés par nos espèces, la plupart commencent à rentrer en résistance vers les 25 degrés. Et là, on commence à arriver vers des seuils de 25, 25,5. On est même allé jusqu'à 27 degrés en 2018. Ça aussi, c'est des températures qui sont inédites pour le coup. Alors non seulement il y a le réchauffement climatique pour le Rhône, mais il y a aussi le réchauffement qui est lié aux centrales nucléaires. Donc pour produire l'électricité, vous savez tous, on a en France beaucoup développé les centrales nucléaires qui prélèvent des débits qui sont extrêmement forts pour refroidir tout le système. Et du coup, dans le fleuve Rhône lui-même, on sait que 30 à 50% du réchauffement de l'eau sur les 3 dernières décennies vient des centrales nucléaires. Donc ça aussi, c'est des choses à bien avoir à l'esprit. Il n'y a pas que le réchauffement climatique qui joue. Allez, on va essayer de proposer quand même quelques pistes pour atténuer le réchauffement, parce qu'on n'a pas non plus, tout n'est pas fatalité là-dedans. J'espère qu'on vous aura quand même pas trop plombé pour la soirée. Et donc on a quand même des pistes côté cours d'eau pour améliorer les choses. La première, c'est on peut limiter l'intensité du réchauffement, tout simplement en remettant la clim sur nos berges de cours d'eau. Et ça, ça passe par restaurer la ripisylve, donc c'est ce qu'on appelle les boisements de berge, et ça peut faire regagner 5 à 8 degrés dans l'eau. Donc sur les périodes très chaudes, quand vous avez un cours d'eau ombragé,
ça tamponne énormément justement ces variations de chaleur. Alors là, vous avez des exemples de chantiers de plantation. Par exemple, sur le Reims, on avait acquis un terrain et on a planté 1200 arbres. Vous avez ici des chantiers sur la Turdine, 1500 arbres, fait en partenariat avec certains d'entre vous d'ailleurs. Donc le principe, il est extrêmement simple, c'est fournir de l'ombrage, fournir cette espèce de rôle de climatiseur naturel que les arbres apportent. Ils évapotranspirent en fait, ils vont avoir cet effet d'humidificateur et de refroidisseur. Et en plus de ça, ils tiennent les berges, ils filtrent les polluants, etc. etc. Vous avez des petites trucs qui sirotent tranquilles à l'abri des racines. Alors, deuxième point qui est extrêmement important dans nos cours d'eau et en particulier dans notre département. Alors, on peut mettre la clim, certes, mais on peut aussi enlever les saunas. C'est-à-dire justement supprimer les barrages qu'on a pu mettre en travers de cours d'eau, toutes les petites retenues, notamment les retenues collinaires, on en a pratiquement 2000 dans le département, enfin, c'est colossal, hein, en travers de petits ruisseaux, en travers de sources, ou positionnés sur les bassins versants. Et là, pour le coup, c'est pas 5-8 degrés qu'on peut gagner, c'est jusqu'à 12 degrés. Donc, quand vous mettez comme ça en travers d'un ruisseau un barrage, donc là on est dans le Pilat, on est sur la retenue de Colume, qui est sur la commune des Haies. Donc vous voyez le petit ruisseau qui ressort de la retenue, qui rentre là un petit peu au-dessus. Là forcément vous créez une énorme étendue exposée à l'air, donc au réchauffement, ça stagne, donc ça absorbe énormément de chaleur, d'énergie. Et du coup, si vous amusez à mettre un thermomètre en amont de la retenue et en aval, vous voyez jusqu'à 10 degrés de plus dans cette retenue là de Colume dans le Pilat. Donc on a bossé pendant longtemps pour essayer de faire émerger un projet de restauration du cours d'eau. Ça a pris quasiment une vingtaine d'années et donc en 2019, la retenue a pu être supprimée. La digue était en très mauvais état en plus, il y avait des risques qui se rajoutaient là-dessus. Et donc là, vous voyez un ruisseau en fait qui se restaure. Alors là, le temps que la ripisylve pousse, etc., là, on n'est pas encore à l'optimum de la restauration du site. Mais malgré tout, on a retrouvé, là vous avez de l'écrevisse à pied blanc, donc espèce extrêmement sensible à la qualité du milieu, qui avait disparu avant la présence de la retenue. C'était quelques individus très peu nombreux, il n'y avait pas une vraie dynamique de population. Et là, ça revient très très vite. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire. Il y a énormément de choses, justement, dans la coordination, de la gestion de tous ces plans d'eau. On peut en supprimer certains, on peut en garder d'autres, mutualiser un peu la ressource agricole, ce qui est extrêmement difficile à faire, et ça aussi c'est un des grands enjeux du siècle. Et puis, pour poursuivre sur ces retenues, c'est pas la panacée non plus, il faut bien le comprendre. Les retenues collinaires, ça évapore énormément. Vous avez à peu près 1 litre-seconde par hectare en eau qui est évaporée en été. Voire plus, si vous avez un petit peu de vent, ça peut augmenter encore, et jusqu'à 0,7, 0,8 litres par seconde. Donc quand vous avez une retenue de plusieurs hectares, vous avez vite fait de faire disparaître totalement en fait, un ruisseau. Alors ça commence à être bien documenté, notamment au travers d'un effet qui est lié au grand barrage. Alors, juste pour essayer de vous expliquer un petit peu ce schéma. Là, vous avez les débits d'un cours d'eau. Donc, la ligne en petit tiret, c'est la ligne de débit naturel, non influencé. Donc, quand on passe sous ce seuil-là, c'est un seuil qui est défini comme état de sécheresse. Vous passez sous ce seuil, vous avez là en orange une sécheresse naturelle. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Et puis, si vous vous mettez à construire un petit barrage, ou un grand plutôt, hop, vous avez cette ligne-là qui va modifier le débit. Donc là, on peut voir, par exemple, que ces grands réservoirs d'eau peuvent atténuer des sécheresses. Là, par exemple, naturellement, vous auriez eu une sécheresse naturelle. Avec un petit soutien d'étiage, on a limité un petit peu les dégâts. Cela dit, si on continue, sur une année à peu près normale, si vous avez des usages qui viennent pomper dans votre plan d'eau, vous allez créer des sécheresses nouvelles et beaucoup plus longues en général. Le temps de remplir la retenue, vous asséchez le cours d'eau en aval, c'est logique. Et puis surtout,
Le gros problème de ces grands barrages, c'est qu'ils aggravent en fait la situation quand les sécheresses durent très longtemps et se répètent année après année. Et ça, les exemples aux États-Unis, en Espagne, Chili, etc., deviennent de plus en plus parlants, parce que finalement les barrages n'arrivent même plus à se remplir et on est dans un état de sécheresse permanent. Donc ces grandes étendues d'eau évaporent, etc. Il y a un gaspillage qui est énorme. Et vous arrivez à ce type de situation où vous avez voilà, cette sécheresse naturelle qui s'allonge, et là, le niveau de débit redescend beaucoup plus, l'intensité de la sécheresse dans le cours d'eau en dessous est beaucoup plus grande, et ça dure encore plus longtemps. Donc, en général, vous avez un cercle vicieux qui s'opère autour de ces barrages, c'est-à-dire que, étant donné qu'on va vers toujours plus de sécheresse, vous avez une pression sociale et agricole en général qui est de plus en plus forte pour créer des retenues. Du coup, les usages et la dépendance à ces retenues va augmenter, et du coup, la sécheresse, par effet de conséquence, va aussi augmenter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est un cercle vicieux duquel il faut arriver à sortir, et on en revient à ce que disait Gilles tout à l'heure. Politiquement, c'est très compliqué de prendre des décisions qui ont un effet d'ici 20, 30, 40 ans. Pour un politique, c'est aussi facile de dire, tiens, on va vous faire des retenues, dans 5-10 ans, vous allez avoir de l'eau, tac, très bien. Oui, sauf que dans 30, 40, 50 ans, on aura aggravé le problème de la dépendance, on n'aura pas travaillé sur les cultures, comment trouver des cultures moins gourmandes en eau, restaurer les eaux du Nil, etc. etc. Donc c'est vraiment une fausse bonne solution. Localement, en tout cas, ça peut améliorer les choses, mais c'est des choses il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Et c'est des vrais plans de gestion de la ressource en eau qu'il faut mettre en œuvre. Alors, atténuer les effets du réchauffement, on l'a dit, limiter son intensité. Sur les rivières, on peut le faire. Et puis l'autre chose aussi, c'est favoriser les migrations. Donc permettre d'accéder à des refuges plus frais en supprimant les obstacles justement au déplacement des poissons. C'est un des points sur lesquels on travaille beaucoup, nous, ici à la Fédé. Et si la petite vidéo va bien se lancer, histoire de vous illustrer tout ça. Et en plus de pouvoir me reposer, ça se lance pas. Ça marche pas. L'Isron s'écoule à l'ouest de Lyon, depuis les monts du Lyonnais jusqu'au territoire urbanisé de la métropole. L'espèce repère de ce bassin versant. Ça, forcément, c'est le mode présentateur qui prend le dessus. Tac. Allez, enchaîner chrono. Le SAGIRC, syndicat d'aménagement et de gestion de l'Isron, du Ratier et du Charbonnière, a en charge la gestion du bassin. Le contrat de rivière, élaboré en 2002, a permis d'identifier de nombreuses perturbations du milieu, parmi lesquelles la présence d'une cinquantaine d'ouvrages infranchissables pour la faune piscicole. Il s'agit essentiellement de seuils en travers du Lyonais. L'Isron s'écoule à l'ouest de Lyon, depuis les monts du Lyonnais jusqu'au territoire urbanisé de la métropole. L'espèce repère de ce bassin versant est la truite fario. Le SAGIRC, syndicat d'aménagement et de gestion de l'Isron, du Ratier et du Charbonnière, a en charge la gestion du bassin. Le contrat de rivière, élaboré en 2002, a permis d'identifier de nombreuses perturbations du milieu, parmi lesquelles la présence d'une cinquantaine d'ouvrages infranchissables pour la faune piscicole. Il s'agit essentiellement de seuils en travers du cours d'eau. Regardons de plus près l'impact d'un seuil sur une rivière. La présence d'un tel obstacle freine les écoulements. On observe ainsi un dépôt de sédiments fins, principalement du sable et de la vase en amont de l'ouvrage. Un effet plan d'eau est créé, avec une lame d'eau étalée et très lente favorisant le réchauffement de l'eau et son évaporation. En aval, on observe à l'inverse une incision du lit. On parle de rupture du transit sédimentaire. Le transport naturel des matériaux par la rivière est interrompu. Les poissons sont fortement impactés par de tels ouvrages. En amont, l'ensablement a supprimé la plupart des habitats disponibles, les blocs et les sous-berges étant comblés par les sédiments fins. On y retrouve des peuplements pauvres, essentiellement composés d'espèces très tolérantes telles que la loche franche ou le chevenne. En aval, l'habitat peut être plus intéressant avec la présence d'une fosse de dissipation au pied du seuil. Cependant, la température élevée de l'eau et les fortes concentrations de poissons peuvent entraîner d'importantes mortalités. En effet, les poissons, et particulièrement les truites, cherchent à gagner des zones plus fraîches, situées en amont, pour survivre durant l'été. La présence de seuils bloque leur circulation et compromet leur survie.
De même, ces seuils les empêchent de trouver des zones de frais favorables situées en amont et les contraint à se reproduire sur place avec un fort taux de consanguinité. Fort de ce constat, le SAGIRC, en partenariat avec votre fédération et l'association de pêche locale, a lancé une politique de décloisonnement du bassin versant. Ce sont ainsi 35 seuils qui ont été supprimés ou rendus franchissables durant les 15 dernières années. Pour évaluer l'effet de ces travaux, votre fédération de pêche réalise un suivi des peuplements piscicoles avec un réseau de 29 pêches électriques. Regardons les densités de truites fario, espèces repères du bassin versant particulièrement sensibles aux conditions hydroclimatiques. En 2020, malgré les étés chauds et secs consécutifs, les populations de truites parviennent à se maintenir. Le décloisonnement du bassin versant permet en effet aux poissons de rejoindre les deux zones refuges où l'eau est fraîche et abondante durant l'été, l'Iseron amont et le bassin du Ratier. Les truites passent ainsi l'été au frais, accumulant les ressources pour préparer leur reproduction automnale. Pour l'Iseron, le suivi depuis 2006 permet de mieux comprendre le bénéfice des travaux. Regardons la quantité de truites selon la distance à la source. Avant les travaux, en 2006, après des étés caniculaires, la population de truites était faible. En 2011 et 2014, après des étés humides et alors que les travaux ont débuté, on observe une forte quantité de truites sur une grande partie du linéaire. La population piscicole a alors bénéficié de conditions favorables pour survivre durant l'été et se reproduire à l'automne. Et le plus intéressant a été observé lors des étés 2016, 2018 et 2020. Alors que les conditions hydroclimatiques étaient similaires à 2006, les quantités de truites sont bien plus importantes en amont de l'Iseron. La suppression des seuils a en effet permis aux truites de gagner la zone refuge, plus fraîche, en amont du cours d'eau. Notons également la capture de jolis poissons. Grosse cerise sur un gâteau déjà conséquent, nous avons réalisé un suivi génétique des populations de truites avant et après travaux. Sur cette carte, chaque couleur de cours d'eau représente une population de truites fario distincte et les boîtes, la diversité génétique sur un tronçon de rivière. En 2006, avant les travaux, la génétique mettait en avant des populations isolées avec un fort taux de consanguinité. Il en résultait une faible diversité génétique, matérialisée ici par les couleurs homogènes dans les boîtes. En 2014, à la faveur des premières suppressions de seuil, un brassage génétique a été observé sur le bassin versant. Les poissons sont à nouveau libres de circuler, notamment sur l'Iseron amont et sur le Ratier. Comme en témoigne la mosaïque de couleurs de la nouvelle boîte, la diversité génétique des populations s'en trouve améliorée, favorisant les capacités d'adaptation de l'espèce aux modifications des conditions environnementales. Les derniers résultats génétiques mettent en avant le succès des travaux complémentaires sur l'Iseron amont, mais également le réisolement du Ratier et du ruisseau de Charbonnières vis-à-vis. Alors, vous allez comprendre un petit peu mieux avec ces images-là. Vous avez une image aérienne, là on est sur la basse rivière d'Ain. Vous avez des successions, alors ce qu'on appelle des radiers ici, là vous avez des petites vaguelettes, on a l'eau qui est au contact du substrat, des sédiments. Et puis des mouilles où l'eau est plus profonde, plus calme. Et ces successions-là font qu'on a de l'eau qui va s'infiltrer dans les radiers, voilà, ici en amont. L'amont est là, l'eau arrive. Vous avez des infiltrations et de l'eau qui va ressortir par exfiltration dans les zones de mouille. Vous avez des échanges latéraux, l'eau qui va, toujours, la nappe et la rivière vont échanger. Et en général, l'eau de nappe est plus fraîche. Et du coup, le fait d'avoir ces formes fluviales très diversifiées, cette mobilité du lit, ça va faire augmenter justement les échanges avec la nappe et ça va être à l'origine de zones refuges. Donc là, notamment, vous avez l'eau qui s'infiltre dans un radier et vous avez là
une exfiltration de radier. C'est une image en infrarouge, et là vous avez en bleu la zone qui est plus froide. Donc à l'intérieur même de la rivière, vous avez ces formes-là qui existent et qui sont très intéressantes en tout cas à développer, à garder. Et inutile de dire que si vous canalisez tout, vous coupez tous les échanges, et tout est homogène, tout est chaud, et vous avez beaucoup moins d'intérêt. Alors par exemple sur la basse rivière d'Ain, donc les scientifiques là, du CNR sont pas mal bossés dessus. Vous avez une centaine de zones refuges qui ont été matérialisées sur une cinquantaine de kilomètres. Et puis autre chose intéressante aussi, ils ont vu que plus on avait de débit dans la rivière, plus on avait de zones refuges. Donc quand vous relevez les débits réservés aux rivières en aval des ouvrages, vous allez augmenter encore ces échanges, ces apports et la présence de ces zones refuges. Alors juste histoire de vous mettre d'autres types de zones refuges que vous pouvez avoir dans des rivières. Vous pouvez avoir des résurgences latérales, donc là voilà, un apport d'eau froide qui arrive, on voit bien la zone bleu foncé. Vous pouvez avoir des bras morts très froids aussi qui se distinguent. Là vous avez le banc de galets en rouge extrêmement chaud, et derrière un petit bras mort là, que les poissons peuvent regagner pour se mettre au frais. Là on est en aval d'un atterrissement, pareil, vous avez ici là une petite zone refuge, et vous avez même des photos, vous avez des scientifiques, alors je crois que c'est au Canada, qui ont fait des photos aériennes, où vous voyez des bancs de poissons qui sont collés à ces refuges, qui profitent vraiment de cette espèce de poche d'eau froide. Là c'est le panache d'un affluent qui arrive, un affluent plus frais, si vous avez accès à ça, pas de souci. Si vous avez un gros barrage, c'est un petit peu plus compliqué. Alors qu'on a un projet de gros barrage dans la région aussi, là, qui est dans les tuyaux. Le CNR doit étudier la possibilité de créer un nouveau barrage sur le Rhône, donc dans le secteur de la confluence avec la rivière d'Ain. Autre type de zone refuge, c'est les mouilles, des zones très profondes au sein d'un cours d'eau dans lequel vous pouvez avoir une petite stratification thermique. Là, vous avez par exemple une section du fleuve Rhône. Donc vous avez l'eau fraîche qui est, là on descend jusqu'à 14 mètres, on est dans une vraie fosse du Rhône, par exemple vous en avez dans la traversée de Lyon. Et l'eau de surface est beaucoup plus chaude que l'eau de fond. Donc voilà, vous avez ce caricatural, c'est vraiment... et vous avez jusqu'à 4 degrés d'écart entre la surface et le fond. Ça peut tout changer pour les espèces qui vivent. Voilà, donc c'était quelques exemples en tout cas d'adaptation. Moi j'en ai fini en tout cas pour cette partie. Et puis voilà, je vous mets pour la fin un petit. On est en période électorale, revendication politique, donc voilà, une petite manif de gilets jaunes de poissons. Et en tout cas, merci à vous d'avoir tenu jusqu'au bout, de nous avoir écoutés malgré le contenu parfois un peu lourd des infos qu'on avait à délivrer. Mais voilà, merci à vous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions? Non? Personne? Eh ben, de toute façon, ils vont... Qui a une question? Vas-y. Par rapport à tous les calculs que vous avez fait dans la partie de réchauffement climatique, est-ce que vous avez quand même pensé à toutes les bactéries qui pourraient ressortir à cause de la fonte des glaciers? Ça, c'est une question pour... Ouais. Je ne pensais pas que ce paramètre-là ait jamais été pris en compte. Non. On y pense un petit peu pour les pergélisoses à très haute latitude, en Sibérie, dans lequel on a de bonnes raisons de penser, parce que ça a déjà été observé, qu'il y a des tas de petites saloperies qui sont là-dedans et qui demandent qu'à ressortir. Pour les glaciers alpins, je ne saurais pas répondre. Non, je ne saurais pas répondre. Je n'ai pas en tête d'études qui parleraient de ça. C'est une vraie interrogation. Pas d'autres questions? Si, au fond là-bas. Quelles sont les initiatives qui pourraient être mises en place et sur cette côté, mettre en place des démarches, parce que le constat, je dirais, que les
années, c'est pas débat. Et c'est vrai qu'il y a le passage à l'action, en fait, qui est pertinent de l'aborder. Ouais. Le passage à l'action, il est évidemment difficile parce que, encore une fois, toutes les actions qu'on peut faire vont être coûteuses, vont représenter pour nous un certain nombre de sacrifices plus ou moins importants, et elles ne vont pas porter leurs fruits tout de suite. Donc on ne va pas voir le bénéfice immédiatement des efforts que l'on fait. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de piste possible, il n'y a pas d'action possible. En fait, il y en a des centaines, il y en a des milliers, à titre individuel et à titre collectif. Parce qu'il ne faut surtout pas rentrer dans une espèce de logique finalement assez libérale qui consisterait à dire que toute la solution à ces problèmes ne peut reposer que sur les efforts des uns et des autres, les efforts à titre particulier, à titre individuel. En fait, par exemple, on sait que en termes d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, qui est le problème fondamental en termes de réchauffement climatique, tout ce qu'on peut faire comme effort à titre individuel représente à peu près un quart de la solution du problème. Un quart, c'est pas 0%, mais c'est pas 100% non plus. Donc quand bien même on aurait un comportement maximalement vertueux en termes de consommation énergétique, parce que évidemment, quand on consomme de l'énergie en France, qu'on en consomme directement, c'est-à-dire qu'on utilise, les machines que nous avons utilisent de l'énergie, ou alors qu'on en consomme indirectement, en faisant consommer cette énergie par d'autres personnes et d'autres machines dans d'autres pays. Par exemple, quand on s'habille, on consomme de l'énergie, et ce n'est pas globalement de l'énergie qui est utilisée en France. C'est de l'énergie qui est utilisée en Chine, en Inde, au Vietnam, essentiellement. Donc il y a toute une série de consommations directes et indirectes d'énergie. À peu près la moitié de l'énergie qui est consommée par Français, par Françaises, est consommée sur place, en France, et l'autre moitié est consommée à l'étranger. Parce qu'on a délégué en fait cette consommation-là. Et quand on fait le bilan de tout ça, ça représente à peu près 10 tonnes de CO2 par individu. 10 tonnes de CO2 émis par an par personne. Si on veut tenir les enjeux, si on veut rester sous les 2 degrés, par exemple, les accords de Paris, il faut qu'on passe dans les 30 ans qui viennent de 10 tonnes émises par an à 2 tonnes émises par an. Il faut qu'on divise par 5. C'est compliqué. Même si on fait du nucléaire à fond, même si on fait de l'éolien et de l'hydro et du photovoltaïque à super à fond, ça va pas être simple. Donc, et je reste poli. Le truc, c'est à titre individuel. À titre individuel, c'est à peu près un quart de la solution. À titre individuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on revoit notre façon de nous alimenter, on revoit notre façon de s'habiller, on revoit notre façon de se déplacer, on revoit notre façon de vivre quasiment au quotidien, avec des choix plus faciles et d'autres choix plus difficiles à faire. Et puis ça dépend aussi beaucoup des spécificités, des métiers, des modes de vie des uns et des autres. Mais c'est par exemple, voilà, si je choisis systématiquement, quand j'en ai les possibilités, un transport en commun plutôt que ma voiture individuelle, ça va avoir un gros poids sur ma facture de CO2 annuelle. Si j'arrête de m'habiller et de changer mes vêtements comme je le fais, en moyenne, un Français achète 9 kg de vêtements neufs par an. Et sur ces 9 kg de vêtements neufs par an, un Français et une Française, sur ces 9 kg, il va en jeter à la poubelle sans jamais les avoir utilisés, 3 des 9 kg. Si on commence déjà à réfléchir un tout petit peu à ça, à titre individuel, on divise fortement, on réduit fortement notre facture énergétique liée à la façon dont on s'habille. Notre alimentation, une très grosse partie du CO2 qui est émis du fait de notre alimentation, c'est lié à notre consommation de viande, et particulièrement à notre consommation de ruminants, vaches essentiellement, moutons parfois un petit peu. Cette consommation-là, elle est devenue complètement délirante au cours du XXe siècle. Pour les jeunes qui sont ici, vos arrière-grands-parents, je pense que probablement plusieurs d'entre vous avaient connu vos arrière-grands-parents, pour les plus âgés, de l'autre côté, vos grands-parents. Donc on parle ici de personnes qui sont nées au début du XXe siècle. Les personnes nées au début du XXe siècle, dans les 20 premières années de leur vie, entre 1900 et 1920, mangeaient 4 fois moins de viande que ce que nous mangeons nous aujourd'hui. 4 fois moins. C'est-à-dire que globalement, elles mangeaient de la viande 2 à 3 fois par semaine. Tous les médecins sont d'accord pour dire que avec 2 à 3 fois de la viande par semaine,
Il n'y a aucun souci. Je ne parle pas de devenir végétarien ou vegan. Hein. Si vous voulez faire ça, je n'ai pas de souci avec ça, mais ce n'est pas de ça dont il est question. Il est question juste de revenir à des niveaux d'alimentation en viande qui sont d'abord bien meilleurs pour notre santé individuelle, notre santé, et qui sont également bien meilleurs pour la santé planétaire. Parce que le plus fort niveau d'émission de CO2 du fait de l'agriculture, toute agriculture confondue, c'est la production de viande. Rendez-vous compte, par exemple, que 80% de toutes les terres agricoles utilisées aujourd'hui dans le monde, c'est vrai aussi pour la France, hein, c'est 80% également pour la France, et c'est 80% également pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. 80% des terres agricoles utilisées dans le monde sont utilisées pour faire pousser des végétaux qui servent à alimenter les animaux. Donc, si on divise par 3 ou 4 notre consommation de viande, on libère quasiment la moitié de toutes les terres agricoles sur Terre dans le monde. Et on n'a plus du tout besoin de déforester, et avec ça, on fait manger sans aucun problème 12, 13, 14, 15 milliards d'êtres humains sur Terre, en utilisant uniquement les terres agricoles existant actuellement, et en arrêtant immédiatement de déboiser. Donc la façon dont on s'alimente a un impact très très profond sur ce que l'on peut faire directement en termes de réchauffement climatique. Et ça, c'est du choix individuel. C'est des attitudes et des décisions individuelles. À côté de ça, il y a quelque chose qui est beaucoup plus efficace, mais qui est évidemment beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, c'est de l'action politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire jouer sur des processus et des mécanismes de notre civilisation qui génèrent énormément de gaz à effet de serre. C'est par exemple, on pourrait, là aussi la liste est infinie, c'est des centaines et des centaines de choses auxquelles on peut penser, qui sont déclinées à longueur de conférences sur Internet, par plein de conférenciers sur ces sujets. On peut par exemple imaginer à tout ce qui touche autour des subventions publiques à l'extraction d'énergie fossile sur Terre. Aujourd'hui, l'essentiel des activités d'extraction de charbon, de pétrole et de gaz est publiquement financé par les impôts des pays. Et ça alimente, ces subventions publiques alimentent des groupes privés, pour la quasi-totalité d'entre eux. Alors, quand on sait que le problème climatique fondamental, c'est la combustion de charbon, de pétrole et de gaz, on se dit que dans la situation où on est, c'est complètement délirant de continuer à subventionner l'extraction d'énergie fossile. C'est suicidaire. On pourrait, voilà, c'est un exemple qui me vient en tête, encore une fois, il y en a des dizaines et des dizaines, mais là, c'est aucun d'entre nous ici, quel qu'il soit, à lui ou à elle toute seule, a la possibilité de décider ça. La seule façon de décider d'arriver à un choix politique comme ça, c'est de se constituer collectivement en lobbies qui vont être plus efficaces, plus pesants que les lobbies pétroliers qui, en face, font tout ce qu'il faut à l'échelle des parlements nationaux et européens, par exemple, pour que ces subventions publiques soient maintenues. Donc c'est de l'action politique au sens le plus global et le plus noble du terme. Et ça, pour le coup, c'est ça qui pèse le plus lourd dans l'équation, puisque en termes de réchauffement climatique, à peu près 3/4 de la solution est là-dedans. Et c'est pas facile. Et c'est impossible à titre individuel. Ça n'est possible qu'à titre collectif. Oui, ce jeune homme ? Vous avez dit qu'entre 2013 et 2014, les populations de truites avaient augmenté, contrairement à celles des chevets, mais ça veut dire que du coup, c'est des espèces sur des envies climatiques totalement différentes. Alors, comment elles font pour vivre ensemble ? C'est le spécialiste en bonne question. Alors, en fait, les espèces ont toutes des plages de conditions d'existence, leur niche écologique se recoupe. Vous avez la truite qui va pouvoir coexister avec la quasi-totalité des espèces en fait, qu'on a dans le département, il n'y a pas que le chevet. Il faut simplement qu'on ait pendant au moins une partie de l'année des conditions qui font qu'elle va pouvoir survivre, le chevet va pouvoir survivre. Ils ont beaucoup justement de points communs comme ça. J'essaie de revenir sur le graphe. On va voir. On va comprendre normalement assez vite cette possibilité.
le clavier veut suivre. Voilà. Tac. Encore que le PC suive. Je crois que lui aussi il est fatigué. Mais bref, si vous regardez cette zone en bleu, c'est la gamme de température dans laquelle... On voit rien. Ah, c'est encore un peu en tête. Ah, on va y arriver. Hop. Voilà. Allez. Je déteste les pavés numériques. Voilà. Et on y va. Donc, toute la gamme qui apparaît en bleu ici, c'est la gamme de température dans laquelle les espèces vivent et vivent très bien. Donc, vous voyez, par exemple, entre 15 et 20 degrés, tout le monde se porte à peu près bien. Donc, vous avez, pendant au moins une partie de l'année, sur des territoires qui sont plus ou moins grands, une grande partie des poissons qui peuvent coexister. On peut avoir comme ça jusqu'à 20-25 espèces qui partagent le même habitat au moins pendant un temps donné dans la saison. D'autres? Est-ce qu'il y a un plan de résilience pour la PPL du Rhône, notification, ça va, C'est une vraie question. On commence justement à essayer de modéliser ce qui va se passer. Non, ça tombe bien. Là, on a justement une stagiaire qui va bosser sur ces questions-là, sur nos petits ruisseaux à truites. Il faut effectivement qu'on sache quelles sont les zones qui seront, sur lesquelles ça vaut le coup de mettre le paquet en termes d'investissement de travaux aujourd'hui et qui seront encore viables à horizon 2050, 2060. Quelque chose qui soit tangible dans un avenir, voilà, plus ou moins, on ne va pas parler des années 2090, 2100, c'est d'autres que nous qui géreront les choses à ce moment-là. Mais effectivement, il faut que nous, côté Fédé, on soit en capacité d'anticiper les choses, peut-être bien, oui, sur 20-30 ans, de manière à pouvoir investir les moyens qui sont les nôtres, qui sont limités, il faut être clair, pour faire des actions qui auront un impact, qui seront encore efficaces d'ici 20-30 ans. Parce qu'effectivement, on a des cours d'eau sur lesquels on a réalisé des actions qui, en 2020, se sont retrouvées totalement à sec. Et là, oui, ça a été une prise de conscience aussi. On ne peut pas se contenter d'agir maintenant ponctuellement sans réfléchir et se projeter à ce que seront les cours d'eau d'ici 30 ans. Sur les 2000 barrages du département, vous pensez en arraser combien et de combien par an? Parce que je pense que ça vous fait énormément cher. Et tout le monde n'est pas d'accord. Oui. Alors, il y a à peu près 1500-2000 retenues collinaires et il y a à peu près aussi 2000 obstacles au déplacement des poissons qui se rajoutent à ces 2000 retenues. Tous les obstacles ne se valent pas. Tous les obstacles ne sont pas localisés sur des zones peuplées, ou en tout cas avec des enjeux. Voilà. Donc il y a des réflexions bassin par bassin. Pour le coup, vous l'avez vu sur l'Iseron, on a pu en effacer au cours d'une quinzaine d'années, une quarantaine, sachant qu'on était sur un territoire très actif. La PPMA, le président est ici présent, est actif. Le syndicat en question a été très actif. Il y a d'autres territoires sur lesquels ce n'est pas le cas. C'est difficile de vous donner une réponse comme ça. On a le bassin du Garon sur lequel il y a aussi eu énormément de travaux de fait. Sur les territoires des rivières du Beaujolais, on a pas mal de choses. Réventurdy, il y a pas mal de choses. Et on essaye de hiérarchiser aussi les actions en fonction de ces différents bassins. On travaille là où il y a les plus gros enjeux biologiques, là où ça va rouvrir le plus grand linéaire. On essaye d'optimiser les investissements bassin par bassin. Vous avez parlé du reboisement sur l'eau, ça j'ai bien intégré. Par contre, vous avez parlé de l'envahissement de la végétation tout en amont des affluents. Il y a un avis qui compte beaucoup d'eau. Je sais ce que vous peut voir que l'eau, un énorme chef. Et il y a beaucoup de petits ruisseaux qui ont, à mon avis, subissent, surtout l'été, les conséquences de cette survégétation qui avant été entretenue par les présidents, c'est-à-dire qu'ils ont disparu. J'ai l'exemple de l'Ardèche, où en fait on a de l'eau en haut, on a toute l'eau en bas.
Alors, c'est des choses qui sont différentes. Donc, la question de l'impact de la végétation sur les débits, elle est à réfléchir plutôt à l'échelle du bassin versant. Donc, votre rivière va être alimentée par les gouttes qui tombent sur une superficie qui est gigantesque. Et l'évapotranspiration, qui est finalement un des phénomènes qui fait qu'on a de moins en moins de débit dans les cours d'eau, elle se fait sur des kilomètres carrés en fait, de bassin versant. Elle ne se fait pas essentiellement par les arbres qui sont au bord de la rivière. Si vous voulez, eux, ils ont un vrai intérêt parce qu'ils rafraîchissent le cours d'eau, ils ont ce rôle de climatiseur, mais l'évaporation liée à la végétation, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est global, qui est très large, à très large échelle. Et les petits cours d'eau, comme vous dites, en fait, alors on en a beaucoup, j'en ai beaucoup en tête dans le département où effectivement les agriculteurs entretenaient et surentretenaient en fait la ripisylve, c'est-à-dire qu'ils la coupaient. Si vous allez dans les hauteurs du Beaujolais, dans les hauteurs de l'Azère, vous avez des ruisseaux qui sont nus comme ça. Et malgré tout, ils ont subi des assecs. Et en plus de ça, non seulement les débits sont très faibles, mais les températures qu'il y a là-dedans sont parfois plus fortes que celles qu'on peut avoir bien, bien loin en Afrique. Donc c'est pas forcément l'enjeu, c'est vraiment de replanter au bord de ces têtes de bassin pour les couvrir et les ombrager. C'est plus une idée reçue, le fait qu'on ait trop de végétation au bord de la rivière et qui va venir pomper l'eau de la rivière. C'est pas ça le vrai fond du problème. Et puis au regard il me semble également qu'au regard de l'augmentation d'intensité et de fréquence des événements de pluviosité extrêmes, les ripisylves vont également stabiliser les morphologies des rives et lutter contre des sorties de lit. Et il y a un bénéfice également au regard de l'hydraulique du cours d'eau. Tout à fait. L'hydraulique du cours d'eau, le maintien des habitats, et puis le maintien de tout le rôle aussi de filtration de ces petits chevelus. En fait, les petits chevelus, c'est l'essentiel. C'est un peu comme un poumon, en fait. Votre poumon, il est irrigué par des milliers de petits vaisseaux sanguins. Et vos grands systèmes hydrographiques, ils sont aussi irrigués par des milliers de petits chevelus. Et si ces petits chevelus épurent correctement les eaux, rafraîchissent correctement les eaux, c'est toutes les veines principales qui en bénéficient. Et ça aussi, c'est un rôle qui est essentiel. Concernant la ripisylve, quel est votre regard sur la renouée du Japon qui envahit le cours d'eau? Pour le coup, une espèce invasive qui pénalise. Alors, paradoxalement, parfois, elle arrive à apporter un ombrage sur certains tronçons, mais ça ne tient pas les berges. Malheureusement, les techniques pour lutter contre ça, c'est de la coupe, et c'est des moyens humains, en fait. Donc, c'est extrêmement chronophage, c'est difficile. C'est une des multiples actions à entreprendre pour les allergies. Est-ce que c'est vraiment un ennemi pour la rivière? Oui, clairement, les racines structurent pas les berges correctement, ne pompent pas les nutriments correctement. Et ça n'a pas du tout le même impact qu'une vraie forêt régionale. Vous évoquez la fonction de la température de l'eau, et justement, vous avez parlé du oxygène. Pour moi, il faut aussi un facteur important. Est-ce que c'est directement corrélé? Oui, tout à fait. C'est directement corrélé. Plus vous avez une eau chaude, moins vous avez d'oxygène dissous dedans. C'est un phénomène physique. Et en plus de ça, quand vous avez l'eau qui se réchauffe, vous avez souvent l'activité microbienne qui s'amplifie et du coup qui consomme de l'oxygène qui n'est plus disponible pour le reste des habitants de la rivière. Est-ce que vous avez entendu parler du projet de monter une colonne d'eau pour l'agriculture? La nouveauté, ça serait pour remplir les retenues collinaires. Enfin, quand je sais que c'est parti. Oui, c'est déjà le cas justement sur le territoire du bassin du Garon. Vous avez de l'eau qui est pompée dans le Rhône pour alimenter les plans d'eau de Combe-Gibert et de la Madone. Ça sert pour irriguer après les coteaux. Il y a effectivement d'autres projets dans ce sens-là. En fait, ce qui est en train de se produire, c'est que sur tous les petits bassins versants, vous n'avez plus assez d'eau. Du coup, où est-ce qu'on trouve de l'eau aujourd'hui? C'est dans le fleuve Rhône. Pour l'instant, ça paraît toujours abondant. Donc tout le monde a tendance à se retourner vers le fleuve.
Et on appelle ça de la substitution. Donc on va substituer le prélèvement à un autre endroit. Cela dit, le Rhône va avoir aussi ses limites. Il ne faut pas oublier que son eau refroidit des centrales nucléaires. Il ne faut pas oublier qu'il produit de l'hydroélectricité. Donc oui, on se dirige tout droit vers des conflits d'usage importants sur le fleuve Rhône. Ouais, j'ai l'impression justement, vous parlez du Mornantais, mais le Mornantais c'est pas terrible, justement, sur des lacs. Et, comme sur l'Arbuel, chez vous, qui vont remplir les retenues collinaires avec. Je préfère qu'elle ne coule pas l'été, à la limite, que ça passe par-dessus la digue après, pendant les caves. C'est le dilemme d'avoir de l'eau mais très chaude ou rien de vie, ou ne pas avoir d'eau du tout ou rien de vie non plus. Y a-t-il un moyen de retrouver vos supports de condensation ce soir? Alors, oui, pour moi, oui. Aucun souci, on les mettra en ligne sur le site de la Fédé. Je pense que même la vidéo sera même disponible en replay. Comment, moi, à titre personnel, je pourrais aider un cours d'eau ou aménager un cours d'eau? Comment je pourrais faire? Alors, plusieurs options. Alors déjà, en prenant votre carte de pêche, vous avez la moitié de ce montant-là qui va être consacré à la connaissance et à la restauration de la rivière. Après, vous pouvez avoir un engagement bénévole dans la PPMA, à la fédération, ainsi de suite, participer aux politiques locales aussi de l'eau, à plus long terme, en tant qu'élu, en tant que représentant associatif. Ça, c'est les vraies perspectives. C'est bon? Plus de questions? De toute façon, on peut poursuivre les débats auprès du buffet. Là, on va vous offrir un petit buffet et puis on vous donne rendez-vous à la rentrée pour ceux qui veulent revenir. Voilà, sur d'autres thèmes, sur le brochet et sur la pêche à la mouche. Merci à vous.